Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis encore accompagné de Emric. Salut. Et il paraît qu'on est là pour la deuxième partie, enfin la troisième ou... La ouais, suite. enfin bon bref, voilà la suite de l'analyse de Strixhaven, puisque il paraît qu'il y a beaucoup de cartes intéressantes dans ce set et qu'on veut en parler en détail. On va commencer par la phase de pub comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, notamment pour avoir toutes les news, et notamment les petites nouveautés qu'on est en train de préparer pour vous sur ces mêmes réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Et voilà, et puis il paraît qu'il y a des news aussi également de quand est-ce qu'on va streamer. Voilà, donc ça se passe sur Twitch, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et il paraît qu'on stream régulièrement, et voilà qu'on fait plein de trucs là-bas. Donc voilà, allez nous suivre là-bas aussi, ça fait plaisir. Il y a plein de monde, on passe de bon moment, voilà. Que dire de plus? Au passage, il y a également les archives de la tour qui sont disponibles pour les replays de ces lives, si jamais vous pouvez pas être là sur le moment, voilà, que le soir vous n'êtes pas disponible, et ben vous avez une chaîne secondaire qui est dédiée à ça, puisque sinon je viens vous spammer sur la chaîne principale et c'est pas top, donc voilà. Une petite chaîne rien que pour ça, pour ceux qui sont intéressés. Et bien sûr, je ne pourrais pas finir cette petite phase de pub sans parler des tipeurs, vous le savez, j'aime bien en parler d'eux, voilà, je les connais pas tous personnellement, mais j'en connais certains. Mais voilà, mais ils sont là pour nous soutenir financièrement. Et écoutez, on leur dit un grand merci, parce que après tout, ils nous permettent d'investir énormément de temps, d'argent pour avoir les moyens de faire les vidéos. Et actuellement, ils me permettent même moi de vivre, donc voilà, hein. Vu que maintenant c'est le cas, et voilà, merci à eux, c'est un soutien direct qui nous aide vraiment à faire grandir tous les projets qu'on a pour la tour, et à faire en sorte qu'on continue tout ça, voilà. Donc merci beaucoup, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est bien sûr dans la description de la vidéo sur Tipeee. Du coup, Strixhaven, les cartes, deuxième partie, ça va être le multicolore, l'incolore et les terrains. Et ouais. Alors, on a été obligé de couper pour une raison très simple, c'est qu'actuellement, le multicolore, il y a plus de cartes que pour les monocolores. Donc... C'est long. C'est long. Après, Sortez-moi de là. C'est lui qui a signé pour. Voilà. Du coup, ouais, on a pas mal de cartes, notamment double face par lesquelles on va commencer. Et écoute, je vais commencer avec le fameux pugiliste amplificateur, un troll et druide piétinement, qui est une 3-3 pour 3 noms de vert. Il a, tant que vous contrôlez au moins 8 terrains, le pugiliste amplificateur gagne +5/+5. Ça deviendra une magnifique 8-8. Mais surtout, le monsieur, il a une autre face. Une face rituelle qui s'appelle l'équation résonante, qui coûte 5 dont 2 bleus. Ça dit, choisissez une créature ciblée que vous contrôlez. Chaque autre créature que vous contrôlez en devient une copie jusqu'à la fin du tour, excepté que ces créatures ne sont pas légendaires, si la créature choisie est légendaire. Ok, alors va falloir qu'on fasse un peu le topo. Le topo, je pense, pour la face créature, c'est... non. Frappé. Oui, ça va être non, je pense, la plupart du temps. Ça va être ouais, non, bah, nyeh. Parce que il y a rien d'exceptionnel en fait dans cette carte-là. C'est juste une 3-3 piétinement et en fait qui se booste avec beaucoup de terrain, quoi. C'est tout. Il y a rien de... Pas bon. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup, je pense que c'est la phase rituelle. Puisque en fait, on a déjà une carte qui existe qui s'appelle Tis Miroir, qui fait en sorte en fait que toutes les créatures deviennent la copie d'une créature non légendaire ciblée. Alors le truc c'est que c'était toutes les créatures, y compris les créatures adverses. Déjà ça fait une grosse différence. Et de l'autre côté, ici on a que les créatures que vous contrôlez qui deviennent une copie, mais vous pouvez cibler une créature légendaire. Donc voilà, et du coup les copies ne sont pas légendaires. T'es là, ok d'accord. C'est Tis Miroir en mieux en fait. C'est ça. C'est les decks Sakashima Kodama qui faisaient déjà des bêtises. LOL. Ouais, c'est parti, allez. Ouais, parce que on est bien dans les couleurs Sakashima Kodama, et du coup, t'es là, écoute, toutes mes créatures, c'est des copies de Kodama. Ok, je pense qu'il va se passer des conneries, là, actuellement. C'est dingue. C'est rigolo. C'est assez rigolo, en effet. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, mais c'est... Voilà, quoi. La suivante, c'est l'officiante Parche-Flamme. Pour 1 et 1 rouge, c'est une 2-1, humain et chaman. À chaque fois qu'un adversaire active une capacité qui n'est pas une capacité de mana, l'officiante Parche-Flamme inflige une blessure à ce joueur. Donc c'est un petit Punisher classique. Et pour 1 et 1 rouge, elle gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Et de l'autre côté, c'est un éphémère pour 2 blancs, s'appelle Savourer le silence.
Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorts ou activer des capacités de loyauté de Planeswalker ce tour-ci. Exilez, savourez le silence. Je pense toujours à la chanson pendant ce temps-là. En joie de silence. Enjoy the silence. Ok. Ouais, bah écoute, c'est sympa. T'as un côté qui shut down complètement le tour d'un adversaire qui peut être un tour critique. Et en même temps, c'est une créature qui va punir. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que toutes ces créatures qui sont une créature d'un côté, ou pas, on verra après, et un sort de l'autre, bah, ils peuvent pas être bien joués ensemble en fait. Enfin, ils sont... Ouais. Les deux côtés sont anti-synergiques, mais en même temps, les deux sont bien. Enfin... Ouais. Surtout que... Ouais, surtout qu'il y a... Enfin, en fait, faut quand même faire un petit topo du deck Punisher ou Group Slug, comme on l'appelle. C'est que généralement, bah, il y a du rouge dedans, c'est sûr. Mais généralement, c'est du rouge-noir, en fait. Après, tu mets d'autres couleurs, mais le blanc, bah, il en fait rarement partie, en fait. Parce que le blanc, c'est plus la Stax. Et Group Slug n'empêche pas de jouer, généralement. Group Slug, il dit, tu fais quelque chose, je vais te punir en te faisant perdre des points de vie. C'est ça la grosse différence, en fait. Et là, on est sur... Bah non, on a la combinaison rouge-blanc. Donc, ok, d'accord. Du coup, on a un mélange Group Slug et Stax, en fait, avec cette... Parce que bon, enfin, contrôle, je devrais dire, plutôt ultra contrôle, parce que savourer le silence, en fait, c'est un upgrade de silence, en fait. Ouais, c'est un méga silence. Voilà. Après, en vrai, avec tout ce qu'on a maintenant en beau, enfin dans les couleurs blanc-rouge, dans quel deck tu joues ça, quoi? Je pense que je le jouerais dans un mix Group Slug Stax, en fait. Voilà. Ouais, mais avec qui à la tête? Je sais pas, du tout. Franchement, c'est complexe, hein. Je ne sais pas non plus, ouais, en effet. Parce que même Mila Lucas, en fait, tu t'en fiches, parce que c'est pas vraiment le but du deck, le but c'est de te protéger les autres. Non, là, dans l'immédiat, je vois pas vers qui on pourrait se tourner, en effet, comme commandant. Ouais. C'est assez étrange. C'est dommage, parce que c'est vraiment une excellente carte. Enfin, je veux dire, ça, les deux faces sont très bien, mais le fait que les deux soient combinés en une, t'es là, pardon. C'est vrai. Ouais, Nextus. Incroyable. Nextus, ouais. Je vois pas pourquoi, ouais. Non, moi non plus. Ok, le suivant, c'est le chaudron pestilentiel, qui coûte... c'est un artefact qui coûte 3, dont 1 noir. Vous l'engagez, vous défaussez d'une carte, vous créez une peste, enfin un parasite, pardon, 1-1 qui, quand il meurt, vous fait gagner un point de vie. Vous payez 1, vous l'engagez, chaque adversaire meule un nombre de cartes égal au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Et vous payez 4, vous l'engagez, vous exilez 4 cartes ciblées dans un cimetière unique, piochez une carte. Voilà, c'est la face recto. Le verso, c'est un rituel qui s'appelle l'explosion restauratrice, qui coûte 5, dont 2 verts. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures, de terrain et ou de planeswalker ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Chaque joueur gagne 4 points de vie, exilez l'explosion restauratrice. Alors, on va être assez honnête vis-à-vis de cette carte-là, je pense pas qu'elle soit extrêmement bonne, de manière générale. Moi j'aime bien le chaudron. Le chaudron est cool, il est ok en fait, je trouve. En fait, à partir du moment où tu as un artefact qui te donne plusieurs capacités qui vont crescendo dans le niveau de puissance, même si là, crescendo dans la puissance de l'effet, mais crescendo aussi dans le coup pour activer les effets, quoi. J'aime bien, c'est versatile. Le côté sort, en vrai, il y a un truc qui s'appelle... c'est quoi, c'est le mythe de Brocos, je crois, qui fait à peu près la même chose. Ouais, mais il y en a une autre qui date de beaucoup plus loin, je sais plus de... jeu de carnage ou invasion, un truc du genre. Et je l'avais retrouvé, et en fait, ça renvoie 2 cartes, peu importe lesquelles, de votre cimetière dans votre main, et c'est tout. Ouais. Voilà, et il n'y a pas de gain de points de vie pour tous les joueurs, il n'y a rien, donc... Mais le chaudron, j'aime bien parce qu'il rentre pile dans le thème de ce que veut faire les nouvelles mécaniques vert noir, c'est les flèches de fleurs, c'est-à-dire gagner des points de vie dans le tour. Ouais. Et son premier effet, mine de rien, tu te défausses gratuitement d'une carte, donc... Ouais, aussi, ouais. Il y a des trucs à faire. Par contre, l'autre effet est anecdotique. Enfin, je sais pas. Après... Moi, le chaudron me fait pas rêver, en fait, parce que je trouve que la première capacité de défausse... Bah alors, c'est sûr, tu défausses une carte, ok, c'est gratuit, tu fais une bête, c'est sympa. Mais, en fait, dans le même genre, je préfère largement le comptoir, le fameux comptoir, en fait, l'artefact incolore, quoi. Pour moi, il est vachement mieux, quoi. Parce que la capacité numéro 2, là, 1 mana, chaque adversaire meule autant que le nombre de points de vie que t'as gagné ce tour-ci, t'es là... Ouais, mais il faut quand même avoir mis un certain setup pour meuler les adversaires. C'est pas comme si tu leur faisais perdre des points de vie.
Là, je t'aurais dit, ah ouais, ok, il y a quand même un certain power level. Ça aurait peut-être coûté un peu plus cher aussi. Ça aurait peut-être coûté, ils auraient peut-être inversé, ils auraient peut-être fait en sorte que ça soit ça, la capacité à 4 mana par exemple. Mais voilà. Mais Ouais. c'est le... Et le dernier, je suis là, ouais, ça fait piocher une carte, mais il faut que t'exiles 4 cartes ciblées d'un cimetière unique. T'es là, tu peux même pas faire un mix avec les cimetières adverses, en fait. C'est... Je sais pas, c'est vraiment étrange. Ouais. Et j'ai l'impression surtout que les capacités, elles dépendent les unes des autres, c'est-à-dire que... Enfin, la capacité numéro 1 va faciliter la capacité numéro 2, qui va te permettre de mieux faire la capacité numéro 3, parce que... Enfin, exiler les cartes des cimetières uniques, s'il n'y a pas de cartes dans les cimetières, tu peux pas l'utiliser. Hein. On est d'accord. Voilà, t'es là, Après, ok. c'est pas dans l'effet d'activation. Non, c'est pas un effet d'activation, mais si t'as pas assez de cibles, tu peux pas le faire. C'est pas juste qu'à 4 cartes ciblées, c'est juste... Ok. Oui, oui. Voilà, si t'as pas les cibles, tu peux pas l'activer en fait. Et tu pioches même pas. Non, Oh mais il faut que t'aies des cibles légales en fait pour activer la capacité. Donc voilà, c'est pour ça, il y a un truc qui me dérange beaucoup dans cette carte-là. Je pense qu'il y a des decks, en effet, comme tu dis, qui vont pouvoir la jouer, qui a une stratégie, ok, ça va fonctionner vraiment bien. Mais ça va vraiment être quelques decks en particulier, quoi. Oui, bien sûr. Le prochain, c'est le couple de Planeswalker, c'est Rowan et Will. Alors on a Rowan, érudite en étincelle pour 2 et 1 rouge, c'est un Planeswalker légendaire Rowan, qui arrive avec 2 loyauté, elle a une capacité statique, qui dit les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Pour plus 1, Rowan érudite en étincelle inflige une blessure à chaque adversaire. Si vous avez pioché au moins 3 cartes ce tour-ci, elle inflige 3 blessures à chaque adversaire à la place. Moins 4, vous gagnez un emblème avec. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez payer 2 incolores. Si vous faites ainsi copier ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. Et de l'autre côté, on a Will, érudit Angèle, qui coûte 4 et 1 bleu, qui a 4 de loyauté, il a la même capacité statique, les sorts d'éphémères ou de rituel que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Il a un plus 1 qui dit jusqu'à une créature ciblée a une force et une endurance de base 0,2 jusqu'à votre prochain tour. Son moins 3, c'est piocher 2 cartes, et son moins 7, c'est exiler jusqu'à 5 permanents ciblés. Pour chaque permanent exilé de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créature 4/4 bleu et rouge élémental, et c'est fini. Ça fait beaucoup de texte. Les cartes double face, hein. Ah ouais, mais là, double Planeswalker... Ouais. Néanmoins, sans faire de mauvais jeu de mots avec Rowan et Will, ça me laisse ni chaud ni froid, quoi. Enfin, c'est 2 excellents Planeswalkers. J'allais faire le balance. C'est 2 excellents Planeswalkers. Ça m'embête un petit peu, voire beaucoup, qu'en fait on puisse pas les avoir en commandant. Du coup, t'as envie de les mettre dans un deck, mais t'as envie de les mettre dans quoi? À part Mizzix. Après, peut-être que j'ai tort, hein, mais... J'ai une idée. L'un doit bien fonctionner avec l'autre. Le problème, c'est que t'es dans un format où tu peux avoir qu'un seul exemplaire de cette carte. Ouais. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Ici, voici les quelques points pour lesquels Rowan et Will est une bonne carte. Voici mon exposé. Non, mais sérieusement, en fait, le truc c'est que j'ai une préférence clairement pour le côté Rowan. Parce qu'en fait, le côté Will est plus cher. Certes, il arrive avec 4 de loyauté, etc. Mais en fait, le moins 7, pour moi, c'est pas un objectif que tu veux avoir. Parce que exiler 5 permanents, t'es là... monter un Planeswalker jusqu'à moins 7 pour pouvoir exiler 5 permanents et en plus leur donner des 4/4 en compensation, c'est pas possible. Pour moi, sur un Planeswalker, c'est pas faisable, quoi. Le seul truc qui m'intéresse du côté Will, en fait, c'est le piocher de cartes. Mais ça coûte 3, en fait, sur sa loyauté. C'est assez cher. Parce que le plus 1, honnêtement, il est anecdotique, hein, quasiment. Je veux dire, en fait, ça fait référence au premier Will, qui était le Will Kenrith, qui était en fait, c'était 2 créatures, mais elles perdaient leur capacité, il me semble, en plus, et qui étaient beaucoup plus forts, quoi, juste ça. Et là, tu te dis, mais ouais, mais pour 5 mana, j'ai pas envie de faire, toi t'es une 0-2, mais t'as toujours tes capacités activées, déclenchées, etc. Voilà, c'est une créature, quoi. Donc là, pour le singleton, c'est de la merde. Le seul truc intéressant, c'est le moins 3. Mais du coup... en fait, à partir de ce moment-là, il y a que Rowan qui reste réellement intéressante. Surtout que, en fait, dans tous les cas, elle va être jouée dans un deck bleu-rouge. Un deck bleu-rouge qui peut piocher au moins 3 cartes sur un tour, c'est largement faisable. On le sait. Et du coup, avoir un plus 1 qui peut mettre juste 3 à chaque adversaire sur cet effet-là, c'est suffisamment intéressant. Derrière, il y a aussi autre chose.
Elle garde la même capacité que Will, c'est ça qui est vraiment très sympa. Parce que si la capacité statique avait été différente, et que Rowan aurait eu un truc beaucoup plus, on va dire, rouge, en disant, bah tiens, vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous mettez 1 à une cible, t'es là, j'aurais dit, ok, bon, c'est pas top, quoi. Il aurait fallu un setup très particulier, mais là, la réduction de coût, elle est pareille des deux côtés. Et surtout, le -4, pour moi, il est largement suffisant pour être intéressant, en fait. Et là-dessus, je me dis qu'il y a peut-être des decks qui pourront vraiment s'intéresser en fait à Rowan et Will, notamment le côté Rowan du coup. Et je me demande si Riku pourrait pas s'y intéresser. Bah, en fait, le truc c'est que Rowan, elle permet de copier en plus avec son emblème. Ouais. On joue quand même pas... Enfin, sur un Riku éphémère rituel, à mon avis, tu peux t'amuser à jouer celui-là pour que ce soit efficace, quoi. Ouais. Je pensais à Myzix, mais ouais. Oui, Myzix aussi, oui, dans tous les cas, oui. De toute façon, c'est un réducteur de coûts, c'est pas créature, c'est intéressant, quoi. Et puis Myzix peut permettre de piocher plusieurs cartes par tour aussi, avec les réductions de coûts. Si t'as l'emblème, tu joues Twinning Staff aussi. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen, mais le truc c'est que Will, il est pas intéressant, quoi. Je veux dire, il y a une capacité qui est intéressante dessus, le reste est pas top, quoi. Là, Rowan, elle est bien mieux, et en plus, elle coûte que 3. Ce qui est quand même, voilà, c'est quand même un cap aussi pour les Planeswalkers. Il y en a peu qui coûtent 3, hein. Généralement c'est 4 et plus. Donc ouais, moi je pense qu'il y a un potentiel avec Rowan. Voilà, c'était mon petit exposé. Mais dans Myzix, en effet, ça a l'air parfait. Ouais. Voilà, je l'ai en musique sinon. Alors la suite, du coup on a notre double face plumergent, qui s'appelle le Tisseglyphe dévoué, un humain éclair, 2-3 pour 3 dont un blanc. Exilez le Tisseglyphe dévoué, les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et l'autre côté, c'est un rituel qui s'appelle la Vanité Mortelle, qui coûte 8 dont 3 noirs. Choisissez une créature ou un Planeswalker, puis détruisez toutes les autres toutes les autres créatures d'abord et tous les autres Planeswalkers. Et ouais, alors du coup, je vais pleurer 2 secondes en me disant que le Tisseglyphe dévoué s'exile pour faire sa capacité, et que du coup ça boucle pas. On va pas faire de combo stupide avec, contrairement à l'esprit dévoué. C'est pas grave. Je pense qu'ils le savent. Ouais, mais bon, voilà, mais bon... Non, mais c'est un clair. Et du coup, avec Aura, ça aurait été stupide, en effet. Oui. Parce avec que Aura, ça aurait été stupide. le servant puis le Tisseglyphe, en fait, tu faisais des pseudo-boucles de réanimation. Ouais, les trucs un peu cons à faire avec. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais. Et bon. Sinon, j'aime bien la carte, je la trouve équilibrée, c'est bien. D'un côté, t'as un effet qui va protéger ton board, et qui a un vrai body et pas une 2-1. Et de l'autre côté, c'est si tu la pioches en late game, bah, c'est une Vrask qui est super intéressante, surtout dans le bon deck. Donc voilà. Ouais. Non, franchement, c'est cool. En fait, je trouve la carte extrêmement flexible dans un jeu blanc-noir, parce que soit t'as le board et du coup tu vas jouer le Tisseglyphe pour le protéger, soit t'as pas le board et tu vas faire en sorte de le détruire avec Vanité Mortelle. C'est cool. Vanité Mortelle coûte cher, mais bon, c'est complètement justifié. La prochaine, c'est l'Historien des Lames. C'est un humain éclair 2-3 qui coûte 4 hybrides blancs et rouges. Les créatures attaquantes que vous contrôlez ont double initiative. Mais dis-moi, Thibaut, l'année dernière, on n'a pas eu un deck humain qui est sorti en ardu? Et on n'a pas eu un deck vampire il y a 4 ans? Ouais. C'est vraiment 2 decks dans lesquels on pourrait inclure cette carte, non? Oui. En plus, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, on a déjà une carte qui existe, un enchantement qui s'appelle Carnage des Berserkers, qui dit exactement la même chose en fait. Il coûte juste 1 mana de plus, il est en mono rouge par contre, hein, c'est une grosse différence. Mais voilà. Donc, je veux dire, les deux dans le deck, à mon avis, ça a l'air quand même très intéressant. Je veux dire, moi je l'ai mis dans un deck à aggro, je sais plus lequel, j'en ai tellement maintenant. Mais voilà, c'est le genre d'effet en fait que tu recherches vraiment beaucoup. Donc oui, complètement. C'est juste très bien. Hein. Oui, bah voilà. Humain, aggro en général, en blanc-rouge, let's go. Je dirais rien à dire. Il y a une raison toute simple pour laquelle double initiative, c'est très très fort dans le format, c'est que bien souvent les decks aggro ont du mal à se trouver un rythme à cause du fait qu'il fallait descendre 120 PV minimum. Bah la double initiative... c'est par deux, quoi. Donc c'est tout bénef. Ensuite, on a occulté le soleil, un rituel qui coûte X, un blanc et un noir. Créez X jetons de créatures 2-1 blanche et noir en crelin avec le vol engagé. Si X est supérieur ou égal à 6, détruisez tous les permanents de non-créatures, non-terrain. Trop bien. Et voilà. Donc, ouais. C'est un meilleur coup d'état martial. Ouais. Parce que là, ça détruit tous les permanents non-créatures, non-terrain. Bah, le truc, c'est que le coup d'état, le martial coup, comme il s'appelle, je veux dire, lui, il détruisait les autres créatures.
Oui, oui. Là, Occulter Soleil ne détruit pas les créatures, et les tiennes arrivent engagées. Donc, je vais pas dire que c'est un meilleur, c'est une autre version. Vois ça dans l'optique où tu vas jouer un deck. Typiquement, c'est la carte que vous allez jouer dans un deck jeton de base, où il y a un gars qui va avoir, je sais pas, il va avoir prison fantôme, deux autres enchantements, une sphère de sécurité. Bah, c'est compliqué en fait de pas pouvoir attaquer. Bah là, du coup, vous nettoyez en fait le board. Après, le fait de pas dégager les créatures adverses, je trouve ça un poil gênant, quoi, voilà. Mais après, j'aime beaucoup, hein, ouais, c'est sympa. C'était peu l'en devenir. Il y a un truc que j'adore sur cette carte, c'est la gueule de Linkling qui est juste devant et qui te fait un coucou. Hello. Ah ouais, non, mais le design, encore une fois, je vais me répéter, enfin, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, donc techniquement, je me répète pas. Mais l'esthétique des plumes argent est vraiment, vraiment incroyable. Parlons de la carte suivante. Ouais. La suivante, c'est le corpus de recherche. Alors, c'est un rituel pour vert, 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 bleu, 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 donc 6 mana au total. Créez un jeton de créature 0-0 verte et bleu fractal. Mettez X marqueur +1/+1 sur lui. X étant le nombre de cartes dans votre bibliothèque. Ok, alors déjà, on va donner un petit truc. Comptez le nombre de cartes dans votre main, le nombre de cartes que vous avez jouées et le nombre de cartes qui sont encore sur le champ de bataille, plutôt que de recompter toutes les cartes de votre deck une par une, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est dit. Ensuite, non, ça n'est pas cassé. Non, c'est pas si cassé que ça. En fait, le token ne se protège pas. Ouais. Il a aucun moyen d'évasion. Comme le dit le texte d'ambiance, hein, ça va être spectaculaire, hein, c'est sûr. Parce que vous allez pouvoir, en général, je pense que même si vous êtes en cœur, allez, ça va être quoi? Ça va être un 80-80. Entre 75 et 80, je pense. Ça reste un token. Ouais. Il y a des sorts pour un bleu qui renvoie un permanent dans la main de son propriétaire. Hein. Et je me doute bien qu'il y a moyen de faire des trucs, il y a des réponses, on peut peupler le token, on peut faire plein de trucs. Ça sert à rien de le peupler. Ah oui, en plus oui, parce que ouais, parce qu'il arrive avec des marqueurs en fait sur lui. C'est pas une XX. Oh ouais, c'est nul. Donc du coup, ça sert à rien du tout. Enfin, c'est nul. C'est pas si bien que ça en fait. Après, alors, il y en a qui nous ont dit, ouais, mais ascendance simique. Oui, en effet. Oui, ça par contre. Ascendance simique, c'est une instant win avec. Enfin, c'est pas une instant win, il faut attendre le début du prochain entretien. Voilà. Donc, à moins que tu puisses le jouer en flash juste avant ton tour. Donc, je veux dire, c'est faisable en lever. Hein. Il paraît qu'on a des trucs pour faire ça. Mais voilà. Que tu puisses le jouer en flash juste avant ton tour pour faire en sorte qu'à ton entretien, ça trigger et ça te fasse gagner, d'accord. Mais c'est un peu une combinaison de 2 cartes dans un deck où t'es là. Ouais, mais en temps, attends, si ta condition de win c'est une combinaison de 2 cartes dans le deck qui vont faire des trucs avec le reste du deck, mais celle-ci en fait, honnêtement, le corpus de recherche tout seul, il fait rien quoi. Si t'as pas des trucs par exemple qui donnent des marqueurs, enfin, qui donnent aux créatures qui ont des marqueurs +1/+1, le vol ou le piétinement, ce qui est totalement faisable, je veux dire, j'ai un deck Ezuri, si vous voulez vérifier dans les decklists de la tour, j'ai un deck Ezuri qui fonctionne comme ça, le but c'est de donner de l'évasion à mes créatures avec les marqueurs. Mais, d'accord, ok, mais le truc c'est que, il y a ça, il y a la contrainte avec le fait que c'est quand même 2 fois triple coloré, et ça a l'air de rien, hein. Je pense que la plupart des gens ils doivent se dire ouais mais ça va, si t'es dans un deck bicolore, ça va pas non plus être la mort, hein. Mais le problème c'est que vous allez vous calculer le nombre de fois où, ben en fait sur vos 6 terrains, vous en avez par exemple 4 d'une couleur et 2 de l'autre. Et ça arrive très souvent, hein. Vous êtes rarement avec une sortie équilibrée où mes terrains, bah boum, j'en ai autant de chaque, et t'es là, bah non, voilà. Donc il y a un moment où il faut se rendre compte de ça aussi, il y a une contrainte énorme au niveau du coût de mana. Le token n'est pas si impressionnant que ça, hein. Comme on a dit, on peut pas le copier parce que malheureusement il n'arrive pas avec les marqueurs, voilà. Donc il arrivera en tant que 0-0. Ça sert à rien de le proliférer parce que c'est juste pour ajouter 1 ou 2 marqueurs sur un truc qui en a au moins 80. T'es là, ouais, bon bah ok, on s'en fout un peu quoi. Après, il y a un truc que je vois. Il y a vraiment un truc que je vois. Corpus de recherche avec par exemple Greater Good. Ou expertise de Richcard, ou tous ces spells-là, en fait, qui permettent de piocher autant que la force soit la plus élevée, ou d'une créature sacrifiée, ou la créature ciblée, etc. Et du coup, en fait, tu pioches toute ta bibliothèque, et derrière, bah, il te suffit de jouer un spell, Tassaz Oracle, etc., pour que ça fonctionne, quoi, voilà. Donc, je veux dire, ça, c'est une synergie que je vois bien, mais le problème, c'est que c'est encore une fois une carte dans le deck, qu'est-ce que vous allez faire, quoi. J'ai l'impression que ça peut donner quelque chose, mais il faut trouver un deck vraiment particulier où ça va fonctionner, quoi. Ouais. Mais c'est pas, oh mon dieu, c'est pété, quoi. Et comme t'as dit, bah un bounce, c'est facile à faire. Voilà. C'est ça. Pareil qu'il y a même des commandants qui sont spécialisés là-dedans.
La suite, on a le rituel sacrificiel qui est un rituel. Qui coûte 4 dont un noir et un vert. Détruisez chaque permanent non-terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Ajoutez noir ou vert pour chaque permanent détruit de cette manière. Oh putain. Oh Ça là va là quoi là là. Oh là là, non quoi. Flestrefleur a dit non mais nous on va casser en fait le jeu, on a envie vraiment de monter d'un power level. Ah là là. Alors ok, ça coûte 4, c'est en rituel, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. J'ai l'impression que c'est un sort de... C'est un one-sort... C'est un one-sort. C'est un one-shot ramp en fait, mine de rien. Parce que quand tu regardes, c'est... Alors, quel type de permanent non-terrain, avec une mana value, une valeur de mana inférieure ou égale à 2, on a tendance à jouer en commandeur, Emmerich. Ah, bah des artefacts, voyons. On a les Sol Ring, on a... Bon, Sol Ring, Mana Crypt, Sol Ring, voilà, Mana Crypt, les cachets. Bibliothèque Sylvestre... Tous les cachets, on a les talismans aussi dans les artefacts. Ouais. On a les dorks. Les dorks à mana, ouais. On a... Alors attends, si je prends une decklist, je vais prendre une de mes decklists moyennes. Hein. Mhm. Alors, allez, on va te prendre toi parce que t'as l'air bien comme deck. Alors, à 1, j'ai 4 créatures et 2 artefacts. Et à 2, j'ai 8 créatures et 5 artefacts. Donc j'ai une vingtaine de cartes dans mon deck. Ouais. Donc un tiers de mes cartes actives. Parce qu'après, c'est vrai que le tour 1, tout le monde n'a pas forcément des tours 1 dans son deck. Non. Voilà. Par contre, Mais le tour 2, généralement, il est très important. Voilà. Donc ouais. Ouais, ou alors, même si tu fais pas un tour 2, un drop 2 au tour 2, un truc que je fais souvent, c'est je fais rien ou... Enfin, je suis moins efficient au tour 2, mais par contre, au tour 4, je vais mettre 2 tours 3, tu vois. Enfin, 2 tours 4, je dis... Ah, 2 tours 2. Ouais. Tu m'as compris. Ouais. Le rituel sacrificiel ne sera pas forcément un sort joué au tour 4. Non, ouais. C'est tout. Il sera probablement joué un peu plus tard, ou bien il peut être joué au tour 4, hein, je veux dire, tu vas le jouer il peut même être joué au tour 3 si jamais toi-même tu as un dork. Donc, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a 4 permanents non-terrain qui sont mana value 2 ou moins, bah en fait, t'as remboursé ton sort. C'est comme si tu les avais détruits gratuitement. T'es là, ok, d'accord, bah super, quoi. C'est énorme, énorme. Donc ouais, c'est... On faudrait faire des pas mal. recherches un petit peu plus, des recherches un petit peu plus approfondies Ouais. pour savoir combien de pourcentage de cartes sur ces coups de mana-là sont joués. Je pense qu'on n'est pas loin de... On n'est pas loin de 40% des permanents qui sont joués dans des decks. Hein. Ouais. Bah, il y a vraiment beaucoup de choses. Bah, déjà, quand on parlait tout à l'heure, durant la vidéo précédente, on a parlé de Tenté par l'Auric, et de dire, ah oui, mais la plupart des commandants, déjà, rien qu'en CEDH, sont joués, ils sont à 3 de mana value et moins. T'es là, ouais, bah du coup, 2 et moins, c'est pas déconnant pour la plupart des cartes du deck, en fait. Alors bon, en CEDH, d'accord, mais dans les autres, enfin, dans le format commandeur en général, il y a quand même beaucoup de ces cartes-là qui sont jouées, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Je le trouve extrêmement puissant. La carte suivante, c'est l'aboutissement des études, une carte avec beaucoup de texte. C'est un rituel pour X, un rouge et un bleu. Exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Pour chaque carte de terrain exilée de cette manière, créez un jeton trésor. Pour chaque carte bleue exilée de cette manière, piochez une carte. Pour chaque carte rouge exilée de cette manière, l'aboutissement des études inflige une blessure à chaque adversaire. Ok. Ça a une tronche de Wincon quand même. Hein. Après, ouais, c'est dangereux. Mais ça a une bonne tronche de Wincon, je trouve. Ouais. Bah disons que, en fait, je pense que tu t'essaieras de jouer quand même énormément de cartes bicolores. Si tu veux jouer un deck qui est majoritairement rouge, ce que je conseillerais dans ce genre de truc, ça sera suffisant, quoi. Parce qu'après, il y a aussi autre chose, c'est que tes terrains te refont quand même derrière les trésors, donc si t'as exilé ces terrains-là, ils te servent quand même derrière parce qu'ils vont être exilés. Ouais, tu peux encore répondre. Et essayez, je veux dire, si vous payez X et 2, démerdez-vous pour que le X, ça ait genre 4-5 cartes dans le deck. Ouais. Parce que le problème, c'est que, du coup, vous allez piocher des cartes en plus, donc ne pas se faire... En fait, c'est une carte qui peut gagner, qui peut faire gagner. Par contre, il faut savoir la jouer, quoi. Mais bon. Il y a quelque chose, mais voilà. Après, ouais, il y a ce truc où si juste vous comptez, vous avez plus de 40 cartes dans le deck, vos adversaires ils ont moins de 40 points de vie. Vous savez à peu près fait votre deck et puis c'est bon. Après, il faut que tes 40 cartes elles soient toutes rouges quoi pour infliger des blessures. Ouais, bien sûr. C'est quand même
y a cette exigence au niveau de la colorité de tes cartes, donc ouais, c'est... C'est sûr. Mais c'est intéressant. Oui. La suivante, c'est le Titan Démogoth. Démogoth. Qui coûte 4 hybrides noir-vert, 11-10, démon. Et à chaque fois qu'il attaque ou bloque, il sacrifie une créature. Alors, c'est un peu drôle ça. En fait, c'est vraiment le truc, t'es là, il est gros. Il coûte quasiment rien en mana, ce qui est quand même assez impressionnant. Et derrière, bah voilà, vous sacrifiez des créatures quand il attaque ou quand il bloque. Super. On va pas vous mentir, on l'a mis dans la liste parce qu'il nous a fait rire. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des trucs. Ouais, il y a des trucs, mais après, voilà, les jeux sacrifices et tout, si t'arrives à lui donner le piétinement, c'est largement faisable avec le vert. On a une tonne d'enchantements, il y a rien que le soulèvement de Garruk qui est sorti récemment, hein. C'est quand même une très très bonne carte pour jouer avec lui. Sachant qu'en plus, bah, ça se curve très bien, parce que le soulèvement de Garruk coûte 3, lui il coûte 4, donc du coup il arrive, boum, tu pioches une carte déjà, et hop, il a le piétinement. C'est intéressant, quoi. Donc ouais, c'est... Voilà. Non, mais il y a une carte dont on parlera plus tard. Oui. Ouais. Ah, mais elle est bien, hein. Après, elle est bien. Après, pareil aussi que quand je discutais tout à l'heure de corpus de recherche, mais des trucs très simples, hein, en disant, bah là, tu pioches autant de cartes que la force de la créature ciblée. Voilà. S'il te faut une grosse créature, bah t'en as une, quoi. Je veux dire, là tu regardes, Ghalta derrière coûte 2. Donc au tour 5, tu peux jouer Ghalta pour 2 mana. C'est pas mal. Ouais, clairement. C'est pas mal. Puis, si vous jouez dans un deck Sultai, tu peux en faire plein de copies avec une mystique réflexion et des tokens. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses faisables en fait, mais je pense que. C'est plus un payoff qu'un enabler de quoi que ce soit en fait. Non, c'est plus un. Enfin, moi je le considérais plus comme un outil plutôt que réellement quelque chose qui va réussir à faire la game, quoi. Ouais. Tu l'utilises parce qu'il a une grosse force et qu'il coûte pas cher. Voilà. S'il avait été uniquement mono vert, j'aurais dit ça voilà, mais non, non, malheureusement. Moi, il est pas mono noir non plus, donc tant pis. Voilà. Le Dévore Malheur Démogoth, c'est une créature et démon 7-6 qui a un coût de mana de 1 incolore, 1 noir, 1 vert et 1 hybride noir-vert. Au début de votre entretien, sacrifiez une créature. Quand vous sacrifiez le Dévore Malheur Démogoth, chaque adversaire se défausse une carte, vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Alors c'est un peu la foire là, le coup de mana. Il y a un peu de tout. Ouais, c'est sympa dans mes reines. Ouais. En fait, le truc qui est marrant, c'est que t'es pas obligé de sacrifier une autre créature, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux le sacrifier lui, et puis... Ouais, voilà. Tu le joues, et puis t'as un bloqueur pour un tour, un gros bloqueur, et voilà. Ouais, c'est parfait pour mes reines. Et ensuite, derrière, tu le sacrifies, et voilà. Hop. Vous défaussez tous, moi je pioche une carte et je gagne le point de vie. Let's go. Ensuite, on a la décoction mortelle, un rituel qui coûte un noir et un vert. Je me prépare. Chaque joueur sacrifie une créature ou un planeswalker. Si vous avez sacrifié un permanent de cette manière, vous pouvez renvoyer une autre carte de permanent dans votre main depuis votre cimetière. Oh putain, quoi. Oh mais non. C'est tellement fort, quoi. Là, les Flestrefleurs, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'équipe de design, ils se sont dit, les cartes multicolores, on va envoyer toute la sauce. Tout ce qu'on peut, on le met. Et là, c'est... Alors, après, j'avoue que c'est très dans ce qu'on a vu des Flestrefleurs, c'est vraiment dans l'optique... voilà, ça représente bien l'université. Mais c'est complètement craqué, quoi. Alors, vous allez me dire, bah attends, bah, ça va, ça coûte 2, c'est éphémère... Enfin, c'est un rituel, c'est pas un éphémère. Ça coûte 2, quoi. Enfin, je veux dire... Déjà, c'est faire sacrifier à chaque joueur une créature ou un planeswalker. Sur un rituel, c'est sûr que, voilà, pour un noir, on avait déjà un truc qui le faisait. Voilà. Alors, uniquement les créatures, pas les planeswalkers en plus. Donc déjà, ça, c'est un bonus. Et surtout, derrière, c'est que si vous y perdez quelque chose, bah vous pouvez récupérer autre chose. Mais la petite blague, c'est que vous sacrifiez une créature en planeswalker, on est bien d'accord. Mais vous pouvez récupérer n'importe quel permanent de votre cimetière. C'est-à-dire, les artefacts peuvent être montés aussi, les enchantements et les terrains. Donc, ouais. Et voilà, c'est intéressant. En fait, c'est une carte qui fait 2 en 1. Et c'est trop puissant pour ça, en fait. Double spécialisation, c'est un éphémère qui coûte 1 vert et 1 bleu. Copiez un sort de créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'il n'est pas légendaire s'il serait légendaire. Ouais. Et on rappelle du coup que la copie d'un sort de créature devient un jeton en fait quand il se résout. Oui. Donc voilà, ouais. Alors, c'est fort. Hein. C'est pas mal, hein. Ah bah, en fait, c'est comme un
une doublure d'étincelle, sauf que ça doit être joué à un timing très précis, c'est-à-dire au moment où vous allez jouer la créature en question. Vous pouvez pas le faire après coup. C'est un clone, mais uniquement dans la pile, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare. Mais ça coûte 2. Ça coûte 2, ça ne coûte que 2. Et moi, ce qui me fait marrer, en fait, c'est que t'as plusieurs façons d'utiliser. Donc, du coup, on le voit très simplement avec le commandant. Tu lances ton commandant et t'as prévu 2 mana de plus pour pouvoir lancer double spécialisation et t'es là, oh oh oh, ça va être marrant. Et voilà. Ouais. Donc, comme d'hab, de toute façon, quand t'as 2 fois ton commandant, généralement, c'est que t'as envie de dépoter, voilà, défoncer des culs. Mais bon. L'autre truc que je trouve très drôle, c'est tu lances un sort de créature, quelqu'un essaie de te le contrecarrer. En réponse, double spécialisation. Ok. Donc ça veut dire que dans tous les cas, t'auras ta créature, malgré le fait que quelqu'un essaie de te le contrecarrer. Ouais. Donc ouais, ouais. Après ça va, c'est un jeton qui est fait, donc du coup ça se bounce facilement, on a déjà parlé tout à l'heure. Hein. Mais voilà. Ça se renvoie en main, donc du coup c'est évidemment moins efficace qu'une vraie créature, qu'un vrai clone. Mais c'est suffisamment claqué au sol, quoi, voilà, donc... Ouais. Bravo les Quandrix, vous faites déjà ce que vous savez faire. En mieux. Le final dramatique, un enchantement qui coûte 4, dont 4 hybrides blanc-noir, voilà. Comme ça vous savez dans quelle couleur le jouer. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1, et à chaque fois qu'au moins une créature non-jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton de créature 2/1 blanche et noire en crelin avec le vol, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Alors, voici comment est-ce qu'on fixe une carte, messieurs, dames, c'est qu'on dit ne se déclenche qu'une fois par tour. Et c'est bien. Et tant mieux. C'est bien. Parce que sinon, c'était parti pour la foire ou n'importe quoi, pour 4 mana en hybride. Ça aurait pas été bon pour le format. Bah, je pense que là, les decks aristocrates se seraient bien marrés, en tout cas. Ouais. Et il faut savoir, du coup, avec Tesa, ça marche pas, hein, on est d'accord. Si t'as Tesa Karlov qui dit... non, oui. Du coup, ouais. ça le fait qu'une fois. Ça le fait qu'une fois, parce qu'en fait, elle ne peut pas... En gros, Tesa ne copie pas, elle dit que la capacité se déclenche une deuxième fois. Sauf que, ici, la capacité dit « je ne peux pas me déclencher une deuxième fois ». Voilà. Donc, du coup, ça ne fonctionnera pas. Donc, oubliez l'idée de l'abuser dans Tesa Karlov, ça ne fonctionnera pas. C'est ça. Néanmoins, une seule fois par tour, ça veut aussi dire autour des adversaires. Donc, c'est suffisamment intéressant. Donc, c'est suffisamment intéressant. Et vous pouvez, du coup, si vous avez les trucs cool, vous pouvez faire des rotations à 2 ou 3 encrelins par tour de table, hein, ce qui reste complètement OP. Je pense notamment si vous avez des fetch avec une exécration de sang, ça peut commencer à être rigolo. Quoi. Ouais. Et un moteur à sacrifice, bien sûr. Oui. C'est intéressant. C'est ok. Il est sympa sans plus, il est pas pété. C'est ça. L'expressionniste élémentaire, c'est un orc et sorcier 4/4 pour 4 hybrides bleu-rouge. Et la sorcellerie. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, choisissez une créature ciblée que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, cette créature, elle acquiert, ouvrez les guillemets, si cette créature devrait quitter le champ de bataille, exilez-la à la place de la mettre autre part, et, ouvrez les guillemets, quand vous exilez cette créature, créez un jeton de créature 4/4 bleu et rouge élémental. Entre parenthèses, cette occurrence de cette capacité se déclenche séparément. Alors, c'est très important d'avoir précisé ça, parce que du coup, il y a un truc qu'on aime bien faire quand on joue bleu-rouge, que ce soit Izzet ou Prismari, c'est de copier des sorts. Et ça fait plusieurs mois maintenant qu'on peut se retrouver dans des setups où si vous avez un sort qui va... Vous lancez un sort, n'importe lequel, mettons option. Vous lancez un truc qui dit « je vais copier option ». Vous gardez la priorité et vous lancez un truc qui va copier le truc qui copie option. Donc vous allez faire des boucles de copie. D'accord ? Ouais. Si vous avez l'expressionniste élémentaire, chaque trigger de copie peut cibler l'expressionniste élémentaire. Une fois ensuite que vous arrivez à vous en débarrasser dans le tour, donc du coup option c'est pas vraiment une bonne truc, mais si vous pouvez, je sais pas, si vous pouvez le bounce, tiens, vous avez lancé un sort de bounce. Et ben en fait, chaque trigger va se résoudre séparément et vous allez avoir une infinité de 4/4 élémentaux. Ouais, il n'y a plus qu'à leur donner la célérité, ce qui se fait en rouge et puis let's go. Voilà. Et qu'on a ferveur qui existe. Hein. Voilà. Alors, ça paraît simple dit sur le papier, dans les faits, à mon avis, c'est un petit peu plus complexe à faire, mais ça semble super marrant à faire. C'est une wincon en plus pour les decks qui boubouitent un petit peu dans leur coin. Et je pense que des decks Izzet, Ralstorm, on va en voir maintenant à l'appel à cause de Magecraft. Et, voilà. Très intéressant. En tout cas. Ouais, il y a quelque chose derrière ça. Après, c'est très particulier. Passons à la carte qui fait chier.
Encore une. Devinez d'où elle vient. S'appelle Éclair de lucidité, c'est un éphémère qui coûte 4, dont un vert et un bleu. Piochez de cartes, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Alors, c'est le moment où je vais râler. Vous vous doutez bien. J'ai râlé durant la vidéo sur les commandants, comme quoi Quandrix, en fait, c'était Simic, mais qui s'était juste déguisé. Et là, bah, honnêtement, bravo Quandrix, vous montrez exactement où vous êtes Simic, puisque c'est une spirale de croissance, c'est juste que vous allez piocher une carte de plus. Ah oui, ça coûte 2 manas de plus, d'accord. Mais bon, honnêtement, pour une carte supplémentaire, je pense que c'est complètement acceptable. Mais ouais, je suis un peu dégoûté encore une fois, je veux dire... Quandrix fait du Simic, et voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, le reste, on a eu de l'originalité, des trucs qu'on n'avait pas vu depuis un moment, des fois. Et là, bah, on voit ce qu'on a déjà vu depuis plusieurs années, quoi, c'est tout. C'est fort, voilà, ça, je vais rien à dire, c'est fort, c'est intéressant pour les decks qui rampent, qui veulent plus de terrain par tour, qui veulent piocher des cartes, enfin, tous les decks Simic, quoi. L'itération expressive, c'est un rituel qui coûte un bleu et un rouge. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main, mettez l'une d'elles en dessous de votre bibliothèque et exilez l'une d'elles. Vous pouvez jouer la carte exilée ce tour-ci. Qu'est-ce que c'est bien ça? Ah là là. C'est dingue. C'est fort. Je vais encore faire mon chiant, mais c'est dommage que ce soit un rituel. Ouais, mais bon, enfin, c'est... Mais c'est un excellent cantrip. Bah, le truc, c'est qu'il est meilleur que Anticipation, qui est la carte qui fait la même chose, mais... Mais, enfin, presque la même chose. C'est justement la grosse différence, quoi. C'est ça, parce que tu vas te débarrasser définitivement d'une carte parce que tu vas la mettre en dessous. T'en as une, tu veux la garder, et t'en as une que tu veux garder, mais que tu peux jouer tout de suite. Donc du coup, en général, tu vas mettre le terrain, tu vas exiler le terrain. Hein, c'est... Puis en plus, vraiment bien. Encore une fois, c'est quand même une carte qui t'avance de 3 cartes dans ton deck. C'est-à-dire, t'es là, ta bibliothèque, tu vas réduire les 3 cartes en disant « Ok, j'en pioche une, j'en joue une tout de suite, et l'autre, elle part en dessous. » Donc c'est comme un Scry 3, mais amélioré, en fait. Moi, je l'aime bien. Elle est assez puissante, et ça coûte que 2 mana, quoi, c'est surtout ça. La suivante, elle a beaucoup fait par DLL, c'est une petite fracture. Un éphémère qui coûte un blanc et un noir, et qui dit « Détruisez un artefact ciblé, une créature ciblée ou un planeswalker ciblé. » Donc, alors, ça c'est la version française que vous voyez ici, et il y a une énorme erreur dessus. Alors là, les traducteurs, bravo, mais alors juste bravo, puisque visiblement ils savent pas ce que c'est une creature, et ils savent pas ce que c'est un enchantment, puisque ils font pas la distinction entre les deux. En fait, ici, le véritable texte, c'est « Détruisez un artefact ciblé, un enchantement ciblé, ou un planeswalker ciblé ». Ce qui fait une petite différence, je trouve, malgré tout. Parce que le fait de pas pouvoir gérer une créature, qui est quand même le type de permanent qu'on a tendance à le plus retrouver en commandeur, hein, c'est quelque chose d'un peu, voilà, un peu gênant. Qu'en penses-tu, Emmerich? Je préfère la version française. Et je pense que ça va être un énorme problème, je pense, là-dessus, d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais... Alors après, il y a eu beaucoup de soucis d'impression, enfin, il y a eu un gros souci sur la spoiler season de Strixhaven, c'est qu'il y en avait pas mal qui avaient des erreurs. On avait vu avec... C'était quoi? C'était la créature légendaire... ouais, on en avait parlé. Mais ça, c'était une erreur qui est pas une erreur qui va être imprimée, c'est une erreur qui était... En fait, sur le... Moi, si ça se trouve sur les cartes, l'erreur, elle est corrigée, en fait, peut-être. Oui. Ah non, justement. Là, pour le moment, apparemment, parce que c'est justement le spoiler de celle qui avait eu une erreur au niveau de la spoiler season, ils ont révélé le vrai spoiler derrière avec le vrai coup, en fait. Donc c'était pas un souci. Mais là, le fracture, c'est probablement la carte qu'on va recevoir dans les boosters. Ok. Apparemment. Alors c'est pas grave, de toute façon, c'est le texte en VO qui fera foi. Donc, ouais, le souci, c'est les personnes qui ne seront pas au courant. Ça, c'est le juste problème. Que ça détruit pas de créature. Voilà. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure avec le rituel sacrificiel, on va pouvoir, enchantement et artefact, on va pouvoir cibler énormément de choses. C'est mieux que Mortify. Donc vous pouvez, ceux qui ont des decks blanc-noir, vous pouvez virer Mortify, vous mettrez Fracture à la place. Et puis ça détruit un Planeswalker quand même. Hein, voilà, vous pouvez détruire un Planeswalker pour 2, quoi. Enfin, en éphémère. C'est... En éphémère. C'est dingue. Parce que le mieux qu'on avait, c'était 3, je crois, jusque-là. Hein, donc 3 mana. Là, dans ce set, on a 2 cartes à 2. C'est dingue. L'autre, la carte noire qui fait piocher une carte à l'autre. Et qui exile. Non, mais Fracture, Staple. Hein. Ouais. Fracture, Staple, préparez-vous. L'avantage, c'est que si vous êtes en bon terme avec votre LGS, ça fait partie du stock promo, donc vous pouvez en récupérer des jolis. Ouais. Et la promo a l'erreur aussi. Allez, on casse l'ambiance. Clac. Ouais, la promo a la même erreur.
Exactement. À moins que... Alors, ça dépend, parce que je sais que les promos de Strixhaven vont arriver un petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'est un peu de news, mais voilà, c'est quand même en rapport avec cette carte-là. Je sais que les promos de Strixhaven vont arriver avec un petit peu de retard, elles vont arriver à mi-mai, en fait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu un retard au niveau de la production, toujours lié au Covid, hein, bien sûr, ou bien si c'est parce qu'ils vont corriger cette erreur-là, qu'ils l'ont repéré en fait suffisamment tôt pour que ça soit corrigé. Parce que les boosters promos sont quand même édités en beaucoup moins d'exemplaires que les boosters normaux, bien sûr. La suivante, le nombre d'or, c'est un rituel pour un vert et un bleu. Piochez une carte pour chaque force différente parmi les créatures que vous contrôlez. Alors, moi je trouve ça ok sans plus. Mais je sais que toi, Thibaut, tu vois plus de possibilités avec le truc. Il y a un peu plus de possibilités, je pense. Notamment, enfin, je pense qu'on sous-estime pas mal le nombre de forces différentes parmi les créatures qu'on joue dans les decks. Parce que généralement, ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est que au T1, on joue une créature T1 si possible, sinon après au T2, on en joue une, au T3, on joue une qui coûte 3 mana, etc. Donc à chaque fois, on augmente la mana value et généralement on augmente la force avec, parce que c'est quelque chose qui est très courant dans Magic. Je veux dire, la valeur de mana d'une carte définit généralement aussi sa force, sauf si elle a des capacités vraiment pétées. Ça c'est encore une autre chose. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment moyen que facilement le nombre d'or te fasse piocher 3 pour 3 mana. Vraiment. Et probablement plus, je veux dire, si t'as un board, enfin un deck qui est majoritairement composé de créatures, pour moi tu peux réussir à piocher 4 ou 5 mana sans aucun problème. 4 ou 5 cartes, pardon, sans aucun problème. Donc voilà, il y a quelque chose de faisable derrière. Après, il y avait aussi un autre élément qui m'intéressait, c'est les decks pod. Parce que généralement les decks pod, alors du coup alors normalement c'est la mana value qui compte pour les decks pod. On veut que la mana value elle soit progressive, mais vu que la force généralement l'est aussi de ces créatures, bah je pense que Nombre d'Or c'est une carte qui peut s'intégrer dedans aussi quoi. Voilà. Donc bon, c'est pas énorme comme tu dis, c'est rien d'énorme, mais c'est juste sympa, c'est cool, ça peut fonctionner dans les decks et ça marchera quoi, voilà, c'est tout. La suivante, oh là, la suivante, oh. Dompter l'infini, un éphémère qui coûte 7, donc 3 noirs et 3 verts, parce qu'on aime beaucoup les triples colorés, visiblement, sur Strixhaven, qui fait échanger votre main et votre cimetière, exilé dompter l'infini. Ok, alors, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser au conseil du Praetor. Ouais. C'est récupérer, hop, tout votre cimetière dans votre main, vous avez plus de limite au nombre de cartes, t'es là, tu l'exiles. Je pense que je préfère le conseil du Praetor d'ailleurs, à moins que t'aies vraiment envie que tes cartes du cimetière viennent dans ta main et que tes cartes de la main aillent dans le cimetière. Voilà, j'ai une petite préférence personnelle. Mais après, le truc c'est que là, il y a une grosse différence. C'est que c'est en éphémère. Donc oui. L'avantage, c'est que puisque tu échanges ta main et ton cimetière, ça te donne, entre guillemets, un moyen de sculpter la main parfaite dont tu as besoin pour gagner au tour d'après. L'avantage de dompter l'infini par rapport à Conseil du Praetor, c'est que c'est en éphémère. Donc tu peux, premier argument, c'est un éphémère, donc tu peux le faire avant ton tour. Deuxième argument, comme je viens de le dire, tu peux foutre au cimetière tout ce dont tu as besoin, avec des effets style Buried Alive, End Tomb. On en a vu, hein, on connaît. Il y a moyen de mettre ce que tu veux dans le cimetière. Troisième avantage, ça coûte 7. L'autre coûte 8, hein, donc en soi c'est à peu près pareil, mais ça coûte 7. Donc ça veut dire que quand c'est ton tour, puisque tu as juste joué Dompter l'infini avant, tu as été foutre ta combo au cimetière, tu récupères et tu peux partir en combo dans ton tour, tout de suite après. Parce que les 7 mana, tu les as pas sortis de ton chapeau, t'as pas cheaté, sauf si tu arrives à cheater le mana cost, bon bah là tant pis pour toi, mais... Enfin voilà, je trouve que cette carte est super intéressante. Ce sera pas un staple, hein, mais tu vois, il y a énormément de trucs à faire avec. Donc du coup, moi je suis bien content de ça. Maintenant, j'ai une question de règle. Quand on te dit d'échanger, les cartes ne sont pas considérées comme défaussées. Aucune idée là pour le coup. Probablement que non, puisque en fait c'est un échange entre les cartes d'une zone et d'une autre. En fait, c'est assez étrange parce que on a rarement eu. Enfin, quand on parle de terme échanger, en fait, généralement c'est échanger des permanents. Échanger la main et le cimetière, généralement, alors on a eu le... Comment il s'appelait encore? L'inverseur de vérité? Je sais plus comment... Oui, il me semble que c'était ça.
En gros, ça faisait que tu échangeais ta bibliothèque avec ton cimetière. Ouais, après tu mélangeais ta bibliothèque. Voilà, et je ne sais absolument pas comment ça fonctionnait au niveau rolling. Après, pareil en fait, pour l'inverseur de vérité, en fait, en mettant tes cartes de la bibliothèque, en mettant ta bibliothèque directement au cimetière, il considérait pas que c'était de la meule. C'est juste, tu échanges la place des cartes. Et donc là, je pense que ça va être pareil. Ça va pas être de la défausse en fait, c'est juste que tu inverses la place des cartes dans la partie entre les deux zones en fait, c'est tout. Donc non, ça sera pas défaussé. En tout cas, c'est intéressant, c'est un design assez unique pour le coup. Kasmina, sage de l'énigme, il me semble que c'est le dernier Planeswalker de l'extension, qui est un Planeswalker légendaire. Kasmina, oui, vous avez deviné, qui coûte 3, dont un vert et un bleu, elle arrive avec 2 de loyauté. Elle a une capacité passive, chaque autre Planeswalker que vous contrôlez a les capacités de loyauté de Kasmina, sage de l'énigme. Voilà, elle partage ses capacités avec les autres, cool. Ensuite, on a, pour plus 2, regard 1, ok, basique, là le texte il est pas long par contre. Hein. Le -X, vous créez un jeton de créature 0-0 verte et bleu fractal et vous mettez X marqueur +1/+1 sur lui. Ouais. Et -8, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou de rituel qui partage une couleur avec ce Planeswalker. Exilez cette carte, puis mélangez. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Alors, je pense qu'on va être un peu dans le débat là-dessus. Hein. Il me semble qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur cette carte-là. Mais Kasmina, je l'aime bien, mais je trouve qu'elle ne fait pas grand-chose en fait. Ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour un truc tout simple. C'est que elle va donner ses capacités aux autres, notamment sa capacité plus. Il y a de toute façon, on va pas. Il y a un truc sur lequel on va être d'accord. Tu joues pas ce truc-là en dehors d'un deck Super Friends, ou du moins ça va être compliqué. Ou à moins que tu veuilles jouer uniquement avec le regard 1 en fait. Dans ce cas-là, on joue autre chose. Du coup, elle rentre bien dans les decks Super Friends. Depuis War of the Spark, il y a énormément de Planeswalker Unco qui sont rentrés dans les decks Super Friends. Notamment, je pense à Narset, Teferi, l'ancienne Kasmina, qui rentre aussi dedans. Ces Planeswalkers sont très forts, mais ils ont un très gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de capacité plus. Parce que justement, ils ont un passif qui est cool, et bien sûr, si Teferi, il en a un, mais je pense à Narset surtout. On va prendre l'exemple que de Narset. Narset est bien, elle est oppressive, elle est chiante, tout le monde a envie de la buter, mais elle, du coup, elle peut pas se protéger. Kasmina, en fait, ça protège les autres Planeswalkers parce que tu vas juste faire des +2 sur ceux qui ne veulent pas mourir tout de suite. Ouais. En ça, je l'aime bien. Son deuxième truc, c'est qu'elle peut aussi te créer une armée pour protéger tes Planeswalkers avec les marqueurs des autres Planeswalkers grâce au -X. Donc quand tu vas avoir n'importe quel Planeswalker qui va venir avec une grosse loyauté, tu vas pouvoir tout de suite faire un fractal pour le protéger. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tu peux utiliser ça de base une fois par tour. Après, moi je vois à peu près la liste, hein, parce qu'on en voit passer en notation. Les decks Super Friends, en général, ils vont avoir beaucoup d'effets qui vont dire que, ouais, mais finalement, des capacités Planeswalker, je peux en faire 2 ou 3 par tour. Ouais. 2 ou 3 par tour pour protéger ton truc. Enfin, plus en plus les blinks derrière. Enfin, c'est une bonne pièce de puzzle dans un truc qui était déjà un peu complexe. Mais du coup, ça rajoute beaucoup de consistance sur une seule carte pour une stratégie qui était déjà un peu oppressante. Alors, ok, je vais avoir des contre-arguments. On argumente en vidéo. Mais je vais avoir des contre-arguments parce que, bon, je suis quand même un gros joueur de Super Friends, j'en ai quand même monté plusieurs plutôt sympas. Et le souci principal, en fait, que je joue avec Kasmina, c'est que déjà, en fait, le fait qu'il y ait de la création de jetons, c'est un -X. C'est-à-dire que tu vas devoir payer des marqueurs loyauté pour éviter d'en perdre derrière. D'autant plus que le jeton, c'est juste un jeton. C'est une 0-0 qui va arriver avec X marqueur. On n'est pas en train de parler d'une 2-2 vol ou d'une 1-1 au sol, ou voilà. Parce que si quelqu'un a un moyen de retirer les marqueurs, ou par exemple de diminuer le nombre de marqueurs qui sont mis sur les permanents adverses, je ne cible rien du tout, malheureusement ça fait que ton -X, t'es obligé de le mettre à 2 systématiquement, quoi. Donc du coup, payer 2 pour te dire, ok, je vais éviter de prendre cher derrière, c'est compliqué. L'autre souci que je vois, le +2, certes, il augmente de 2 la loyauté de tes Planeswalkers. Mais le souci, c'est que l'impact du regard 1, il est trop léger. Surtout que l'impact, il est quasiment à 0 parce que... Enfin, comment dire? Est-ce que t'as souvent eu des situations où t'avais envie de faire regard 1 5 ou 6 fois par tour? Bah ouais. Ouais, mais
à partir du moment où tu touches, par exemple, le deuxième regard 1 te permet de voir une carte que tu veux qu'elle reste au-dessus. Tu fais quoi? Tes 4 regards derrière, ils servent plus à rien en fait. Ah si, ils vont mettre 2 marqueurs en plus. Bah oui, mais je veux dire, le problème c'est que il faut gérer l'aggro avant de commencer à faire de la value avec les decks Super Friends. C'est dans ce sens-là que c'est censé se passer. Parce que si tu commences à vouloir faire la value avant de pouvoir protéger tes Planeswalkers, ils vont prendre cher, très vite. Tu peux pas t'amuser à faire value alors que t'as rien pour les protéger en fait. Et le souci c'est que Kasmina aussi, elle est à 3 de mana, donc elle arrive très tôt. Sauf qu'en fait, ça a l'air d'être un Planeswalker que t'as envie de jouer extrêmement tard. Parce que justement... Oui, évidemment tu peux le jouer après. Mais voilà, c'est une erreur que les gens peuvent faire aussi. Après, il y a aussi autre chose, il y a l'ulti. J'aimerais quand même en parler parce que y a des gens qui ont dit « Oh mon dieu, c'est pété et tout » parce que y a des Planeswalkers, ils arrivent directement à 8 et du coup tu peux aller chercher tout de suite un éphémère ou un rituel. C'est là, ouais mais ça va chercher un éphémère ou un rituel qui partage une couleur avec le Planeswalker en question. C'est quand même un 8, hein, c'est assez énorme. Il n'y a pas beaucoup de Planeswalkers qui arrivent avec autant de loyauté. Donc voilà, enfin, à moins que t'aies Doubling Season, mais ça c'est encore autre chose. Voilà, mais encore une fois, le truc c'est que les gens se focalisent sur Doubling Season dans les decks Planeswalker comme si c'était le truc qui fait que la partie elle est pétée. Mais du coup que systématiquement les decks Planeswalker ils sont ultra puissants. Non, parce que Doubling Season en fait tu l'auras une fois de temps en temps. Voilà. Si t'arrives à aller là-dessus tôt, tant mieux, mais généralement ça va être rarement le cas en fait. Donc parce que ton deck avant tout tu fais des Planeswalker et tu fais des synergies à Planeswalker. Tu vas pas t'amuser à les tutos systématiquement Doubling Season. Et voilà. Et je veux dire, le souci, c'est que derrière, le moins 8, il est quand même cher à payer au niveau d'un Planeswalker. Bon, excepté Hugin et Nicol Bolas qui se baladent avec des trucs absolument monstrueux, mais qui coûtent extrêmement cher aussi. Et de l'autre côté, ton éphémère ou ton rituel, il faut rappeler que les coups AX, ça fonctionne pas, parce que tu le lances sans payer son coup de mana. Donc par exemple, si t'imaginais jouer une gros Nicol Bolas en disant « Ouais, attends, je vais lancer Torment of Hellfire pour tuer tout le monde », non, ça fonctionne pas. Parce que malheureusement, généralement, quand tu kills sur un sort, c'est que c'est un sort qui a un impact vraiment gigantesque, et c'est souvent les sorts AX. Et malheureusement, ça fonctionne pas avec Kasmina et son ulti. Après derrière, voilà, moi je suis d'accord, hein, je veux dire, ok, tu fais des jetons, tu fais du regard, d'accord. Mais honnêtement, je trouve que cette value-là, elle est tellement ridicule en comparaison avec ce que d'autres Planeswalkers dans les couleurs classiques des Planeswalkers, hein, donc je vais dire de couleur Atraxa, donc le non rouge, ont tendance à jouer, quoi. Je veux dire, il y a des Planeswalkers qui sont tellement au-dessus, quoi. T'as des Planeswalkers qui vrassent, t'as des Planeswalkers qui créent pas mal de jetons, t'as des Planeswalkers qui font réellement énormément de value. Donc, je veux dire, voilà, à 3 mana, pour ce qu'elle fait, je la trouve un peu... voilà, elle va être cool dans les decks Super Friends, je suis d'accord, mais pour moi, elle va vraiment pas être pétée non plus, quoi. Parce que pour moi, un Planeswalker, avant tout, il faut qu'il se débrouille déjà par lui-même. Les autres Planeswalkers autour vont pouvoir aider, bien évidemment, en faisant des capacités qui vont aider à les protéger, qui vont aider à faire de la value supplémentaire et à vraiment impacter le board. Mais le souci, c'est que Kasmina, pour moi, son impact au moment où elle va arriver, il est trop léger, quoi. Voilà. Je le rejoue avec Nicol Bolas, mais... Okay. Avec Nicol Bolas? Mais du coup, tu joues quoi comme commandant? Oh bah tu te démerdes, tu fais un Thracios machin, on s'en fout en fait des commandants. D'accord, mais du coup, ça te fait plaisir. Tu joues pas le blanc? Non. Alors, pas jouer le blanc pour les Planeswalkers, c'est quand même une belle erreur. Tu vois, tu rates des trucs, mais c'est pas grave. Ah oui, tu rates les meilleurs, quoi. C'est le truc aussi. Ouais, mais t'as quand même accès à ce qu'il faut, en fait. Enfin, tu rates toutes les Elspeth qui se protègent mieux que ce que Kasmina ferait, hein. Donc voilà. C'est pas grave. Le seul truc qui m'embête, à la limite, le seul truc qui m'embête, c'est de pas pouvoir jouer le TF3. Ouais, aussi. Qui dit que du coup, mais c'est tout. C'est vraiment le seul truc qui est embêtant. Ouais, mais je sais pas, c'est cool de faire Kasmina, péter un Planeswalker au du pif pour aller chercher Elder Spell. La suivante, c'est l'apprenti de Force Sapiens, un humain éclair qui coûte 2, dont un rouge et un blanc, il paraît. C'est une 2-2. Et il a la sorcellerie. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère de rituel, jusqu'à la fin du tour, les créatures esprits que vous contrôlez acquièrent, vous les engagez, et cette créature vous inflige une blessure à chaque adversaire. Ouais. Kikar. Oui, Kikar, oui, voilà. Ouais. C'est un payoff à Kikar, si vous le jouez avec le commandant Boros, là, le Dean Boros, tu peux faire des bêtises parce que tu peux mettre 2 avec chacun de tes trucs à chaque tour. Donc, ouais, avec la doyenne. C'est super sympa, ça donne un bon payoff à tous ceux qui jouent des petits decks esprits sans savoir quoi en faire. Voilà. Ouais.
C'est intéressant. Voilà, moi je suis un petit peu dégoûté parce que je me dis que à part dans certains setups, en fait, vous jouerez juste un éphémère ou rituel pour que vos esprits puissent faire les blessures. Et ensuite ce sera tout, parce que ça sert à rien de leur faire gagner plusieurs fois la capacité, quoi. Le commandement de Force Sapiens, c'est un éphémère qui coûte 3, un rouge et un blanc. Vous choisissez 2. Créez un jeton de créature 3-2 rouge, blanche et esprit. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0, l'indestructible et la célérité jusqu'à la fin du tour. Le commandement de Force Sapiens affiche 3 blessures à n'importe quelle cible, un joueur ciblé gagne 3 points de vie, ou sacrifier un permanent, piocher 2 cartes. Et bah c'est vraiment pas mal, hein. Ouais, c'est un nouveau cycle d'ailleurs, donc ouais. Ouais, nouveau cycle. Commandement bicolore. Ouais, j'aime beaucoup le fait que ce soit un éphémère et que bon, ça coûte 5, mais en même temps, vu les effets, c'est assez logique. Le +1/+0, indestructible, célérité, ça peut vraiment retourner... ça peut vraiment tuer quelqu'un de n'importe où, ou juste bien défendre ton board. Donc ça, on aime bien. Ouais. Sacrifier un permanent, piocher 2 cartes, c'est fort. Ouais. Et l'esprit, bon, bah, c'est ok. Il y a juste l'autre, là, c'est un peu... 3 blessures à n'importe quelle cible, un joueur gagne 3, c'est un peu anecdotique. Ouais, c'est... voilà. Je pense que les modes les plus utilisés, ça va être le 2 et le 4, en fait, c'est tout. Ouais. Les autres, ça va vraiment dépendre du setup, mais bon... Enfin, après, je veux dire, voilà, le 3 blessures à n'importe quelle cible, t'es là, bah, s'il y a un adversaire qui reste à 3, ok, bah voilà, c'est bon. Ouais. Mais bon, c'est ok. Je le trouve sympathique, mais moi sans plus, hein, c'est pas... Ouais. L'excavation de Force Sapiens, c'est un enchantement qui coûte un rouge et un blanc. Au début de votre étape de fin, meulez une carte. Si c'est une carte de terrain qui a été meulée de cette manière, vous gagnez 1 point de vie. Sinon, elle inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 5, vous exilez une carte de créature depuis votre cimetière et vous créez une 3-2 rouge et blanche esprit avec le... Bah, engagé, pardon, pas avec le vol. Voilà. C'est l'habitude, hein. Esprit avec le vol, esprit avec le vol. Non, esprit, engagé. C'est vachement bien. Ouais. C'est vachement bien. Parce qu'on va voir de plus en plus popper des decks qui vont vouloir jouer avec le cimetière dans ces couleurs-là. Donc là, c'est un truc qui va les meuler d'une fois par tour. Et si jamais, bah, on peut toujours de façon répétée, en plus, on peut exiler une carte de créature pour en faire un esprit. Donc c'est cool. On a vraiment shifté parce que les effets d'automeul, c'était surtout noir-vert. Et t'es là, on est en blanc-rouge. T'es là, what? Ouais, c'est ok. en avant. Mais c'est ok. Et ça use pas mal les adversaires aussi, cet effet. Oui. Le Magma Opus, c'est un éphémère qui coûte 6, un bleu et un rouge. Le Magma Opus inflige 4 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Engagez 2 permanents ciblés, créez un jeton de 4/4 et piochez 2 cartes. Et sinon, pour 2 hybrides bleu-rouge, vous pouvez vous défausser de cette carte pour créer un trésor. Pitié. Alors, il faut préciser un truc. C'est un cycle dans l'édition. On va parler que de cette carte-là, parce que c'est la mythique. Et qu'il me semble qu'il y en a une dans chaque rareté, un truc du genre. Enfin, non, pas chaque rareté. Je crois qu'il y en a une unco et une commune, mais en fait, c'est le coût de mana qui diffère à chaque fois. Oui. Et merde, voilà. Je crois que ça coûte 6, 7 et 8. 6, 7 et 8. Et en gros, voilà, c'est des trucs qui... oui. C'est des sorts qui sont très très chers, mais qui ont des effets flashy, on va dire. Mais que pour 2 hybrides, vous pouvez vous en défausser pour faire un trésor. Putain. Déjà, ça, je comprends pas. Enfin, honnêtement, c'est là... What, quoi. Ça va, dans Mythique, ça coûte 2. ouais. Pour 2, c'est fort. Pour 2, c'est fort. Enfin... Ouais, c'est sûr pour un spell à 2, c'est fort. En vrai, mais honnêtement, l'impact dans une game de Commander, ouais... Moi, le truc qui m'intéresse le plus, c'est les blessures et le piocher de cartes, quoi. Ouais, mais tu t'en fiches, tu cumules tout. Ouais. Et puis regarde, tout à l'heure, dans l'autre vidéo, on avait parlé de l'effrite. Tu défausses du Magma Opus, tu tapes, tu crées ça. C'est pas mal. Oui, c'est vrai que dans ce genre de cas, oui, en effet. Il y a un setup, c'est sûr que c'est pas une carte que tu vas vouloir jouer hardcaster depuis ta main et faire un vous avez vu, je fais des choses. Il faut la tricher. Ouais, ça, définitivement, à 8 mana, c'est impossible. Le coup de mana normal, on sent. Il sert à rien, en fait. Enfin, il faut passer au-delà de ça, en fait. Ouais. Donc, soit en abusant de la réduction de coût style Myzix, soit juste en disant lance cette carte sans payer son coût. Et là, ça devient intéressant. C'est sûr que ça, c'est intéressant. Je veux dire, après, on en a un aussi, je sais plus si tu te souviens de lui, c'était dans Guilde de Ravnica, l'expert Omnisort, qui permet voilà, il coûte 5, tu l'engages pour 3 et tu peux lancer un éphémère ou un rituel de ta main gratuitement. C'est le genre de truc qui peut fonctionner avec. Voilà, de toute façon, ça va être du cheaty mana cost pour le jouer, c'est évident. Parce qu'à 8, jamais, quoi. Je veux dire, je vous rappelle qu'à 9, il y a des cartes qui permettent de gagner la partie, hein, donc... non. Oui. Voilà, non. Alors, la lance de mortalité, un éphémère qui coûte 4, dont un noir et un vert.
elle coûte 2 de moins à lancer si vous voulez gagner des points de vie ce tour-ci. Détruisez un permanent de mon terrain ciblé. C'est tellement bien. Je sais pas ce qu'ils ont avec les anti-bêtes dans cette édition, mais en tout cas, enfin les anti-permanents je devrais dire. Oh, c'est incroyable. Mais la gestion dans ce set, elle est énorme quoi. Ouais. Et Bah, c'est pas plus mal. Ouais, parce que gagner un point de vie, c'est quand même quelque chose qu'on fait assez régulièrement, je veux dire. Ouais, un truc à la con, tu joues un tape-land qui fait gagner un point de vie, voilà. Ouais. Ou là, le truc, c'est que là, de toute façon, c'est en éphémère, donc... Des moyens de gagner un point de vie du pif, il y en a plein, et donc du coup, pour 2, en fin de tour, je vais te péter ton Planeswalker, merci, au revoir. Ouais. C'est vraiment bien. C'est violent, c'est très très violent. Recherche appliquée, un éphémère qui coûte 3, un bleu et un rouge. Piochez 4 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous vous défaussiez d'une carte d'éphémère ou de rituel. C'est un petit peu cher, mais c'est sympa, de toute façon, c'est... Même traitement que pour Magma Opus, hein, vous allez pas le jouer dans... Vous allez pas le payer pour 5, vous allez forcément le payer pour moins. Dans quel cas, c'est cool. Je pense que le réduire à 4 mana, déjà, c'est pas mal. Mais, moi, je trouve quand même qu'un éphémère qui permet de piocher 4, déjà... Bon, alors après, il y a une défausse, certes, mais bon... faut se dire qu'il y a toujours des trucs à défausser sans problème, quoi. Et puis, vous vous défaussez d'une carte style Magma Opus que vous allez pouvoir lancer gratuitement en attaquant avec les frites autour d'après. Ouais, ou alors vous récupérez vous défaussez d'une carte et du coup vous allez la jouer avec l'autre créature qu'on a vue qui vous permet de les exiler et de les jouer jusqu'à la fin du tour. Ouais, voilà. Il y a des trucs à faire, c'est sympa. Le commandement Prismari, bah oui, il faut qu'on continue la liste. Hein. C'est un éphémère qui coûte 3, celui-ci, dont un bleu et un rouge. Vous choisissez 2. Le commandement Prismari inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Un joueur ciblé pioche 2 cartes, puis se défausse de 2 cartes. Un joueur ciblé crée un jeton trésor. Ou détruisez un artefact ciblé. Alors, je me rends compte, en comparant avec le Force Sapiens, qu'il est quand même super, celui-là. Oui. Ça coûte que 3 mana. Ça coûte que 2 mana, parce que tu vas prendre ton trésor. Oui, voilà, oui, techniquement, tu vas prendre ton trésor. Après, c'est à voir, je veux dire... En fait, oui. contrairement au Force Sapiens, on se disait, ouais, il y a des modes qui sont un peu, ouais, ok, mais parce qu'ils coûtent 5 mana, je veux dire, par exemple, le 2 blessures à n'importe quelle cible, pour un commandement qui coûte 3 mana, je pense que c'est beaucoup plus acceptable, en fait. Ouais. Voilà, donc, ouais. Ah, mais c'est ok. Draw 2, défausse 2, ça rappelle un certain charme Prismari, disette, pardon. Oh mon dieu, je commence à... Non, surtout pas, il faut pas inverser les noms. Donc le fameux charme disette, voilà, enfin bon, le trésor en plus pour 3 mana, c'est bien. Détruire un artefact en éphémère, c'est cool aussi, donc voilà, c'est bien. Non, ouais, elle est sympa. Ouais, elle est très sympa. L'apprenti de Quandrix, pour un vert et un bleu, c'est une 2/2 humain et sorcier. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. C'est ok sans plus. C'est comment des trucs là en face. Ouais. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est comment ne pas craquer le bleu-vert. Voilà. C'est comment faire une carte équilibrée. Voilà. Mais bon, c'est une bonne carte de value, voilà, c'est sympathique. Puis les decks qui jouent beaucoup de terrain, je pense, ont un plaisir de le jouer s'ils jouent des sorts de rampe et tout, enfin bon, c'est sympa. Alors, le commandement de Quandrix, un éphémère qui coûte 3, dont un vert et un bleu. Choisissez 2. Renvoyez une cible créature ou planeswalker dans la main de son propriétaire. Contrecarrez un sort d'artefact ou d'enchantement ciblé. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Un joueur ciblé mélange jusqu'à 3 cartes ciblées de son cimetière dans sa bibliothèque. Beaucoup de ciblés, là, ici. Je suis ok avec cette carte. Je veux dire, pour 3 mana, c'est pas mal, quoi. Le truc, c'est que le dernier mode, je pense que je l'utiliserai probablement jamais, à moins qu'il y ait vraiment un jeu réanimateur, en fait. Ouais. Ça va être très conditionnel. Il y en a aucun où tu fais du card advantage. Ouais. Ah bah, écoute, c'est peut-être pas plus mal, hein, ça changera un peu d'habitude. Bah ouais, mais en fait, du coup, ça fait bizarre, quoi. Bah... Non pas parce qu'il en faut, non pas parce que c'est les couleurs, mais parce qu'il en faut un, en fait. Enfin, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça faisait du CR. Hein. Oui. Bon, ok. De toute façon, après, voilà, et sinon, ouais, contrecarrer un sort artefact ou enchantement, c'est un peu poil trop spécifique. Sinon, ça va. Le problème, c'est en effet, autant quand on a des destructions d'artefacts d'enchantement, on sait qu'il y en a qui vont être joués. Ouais. Mais le truc, c'est que, peu importe le moment où tu vas le piocher, le permanent, il est sur le champ de bataille. C'est ça. Le sort, il est dans la pile au moment où tu vas le lancer, pas à un autre moment, donc du coup, ça te sert à rien. Les contre-sorts trop spécifiques sont un peu gênants, mais ouais. Après, c'est un truc qui bounce un planeswalker. C'est quand même assez original.
Mais bon, voilà, c'est ok. C'est pas... Voilà. Va falloir trouver des jeux dans lesquels vous allez utiliser certaines des capacités plutôt que d'autres. Le marqueur plus 1, voilà. Parcheministe radieuse pour 2, un rouge et un blanc, c'est une créature nain éclair 2/4. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous contrôlez ont le lien de vie. Au début de votre entretien, exilez une carte d'éphémère ou de rituel choisie au hasard dans votre cimetière. Vous pouvez la lancer ce tour-ci. Si un sort est lancé de cette manière, exilez-le. Devrait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place. C'est très sympa. Très très sympa. Un peu en dehors de ce qu'on a pu voir de ce que Force Sapiens pouvait faire, mais c'est super cool. C'est vrai que c'est assez... ouais. Après, c'est un moyen de... Tu vois, par exemple, avec l'excavation qu'on a vu juste avant, c'est un moyen de pouvoir recycler aussi si tu jettes autre chose que des créatures ou des terrains ou des artefacts. Mais bon, c'est cool. Entre lui plus l'autre là qu'il y avait eu dans des Stars Forgés, là, la Soulfire Grandmaster, ça permet de... Ouais. Il y a un truc. Ouais, je suis pas fan, parce que bon, c'est toujours pareil, mais bon, c'est... Après, voilà, je pense que par exemple dans un jeu Blast, etc., qui va infliger des blessures un peu partout, c'est en effet très bien, ça fera une grosse différence, quoi. Donc, ouais. Bah, notamment, pourquoi pas les sorts qui infligent des blessures à chaque adversaire, ça a l'air pas mal. Ou à chaque joueur, voilà, enfin c'est... Ah ouais, j'ai un sort dans Neb qui dit pour 1 et un rouge, tu mets 4 à chaque joueur. Ah bah oui, c'est pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal avec ça. Le suivant, c'est reconstruire l'histoire, un rituel qui coûte 4, dont un rouge et un blanc. Renvoyez dans votre main jusqu'à une carte d'artefact ciblée, jusqu'à une carte d'enchantement ciblée, jusqu'à une carte d'éphémère ciblée, jusqu'à une carte de rituel ciblée, jusqu'à une carte de Planeswalker ciblée depuis votre cimetière. Exiler, reconstruire l'histoire. Qu'est-ce que c'est bien ça? Oh mon dieu, quoi. Pour 4, tu ramènes un de chaque sauf une créature. Parfait. Ouais. Ça tombe bien, mon deck n'en joue pas. Toutes les cartes, sauf les terrains et les créatures, en effet. Voilà. C'est les seuls qui peuvent pas être remontés. T'es là, what? Ouais, mais c'est bien, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais... Ah oui, complètement. De toute façon, les terrains, bon, voilà, on s'en fout un peu. Les créatures, ok, quoi. Voilà, c'est pas non plus foufou. Donc, je veux dire, on a d'autres moyens de ramener les créatures, donc voilà. Mais c'est... Alors, ce qui est bien, c'est que, heureusement, il faut pas une cible de chaque dans le cimetière, sinon ça aurait été une catastrophe. Oui. Mais je veux dire, on peut faire une sélection, si tu regardes vite, 3 types de cartes que tu peux ramener, c'est déjà largement suffisant, en fait. T'as rendu le truc très, très intéressant, quoi. Voilà, donc c'est quand même 3 types sur les 5 disponibles dans la carte, voilà. Après, rien qu'à 2, hein, deux cartes que tu vas renvoyer, c'est ok, hein. Pour 4 mana en bleu, en rouge, c'est quelque chose qu'on retrouve pas, de toute façon, donc voilà. C'est sympa, j'aime beaucoup. Dilacérer, un rituel qui coûte un rouge et un blanc, vous choisissez l'un. Dilacérer inflige 3 blessures à une cible créature ou planeswalker, ou détruisez un artefact ou un enchantement ciblé. Alors encore, c'est bien, hein. Ben, comme nous l'avait dit justement Ulysse, hein, c'est upgrade en rituel et en mieux. Voilà. Oui. Je suis d'accord. Après, c'est en rituel, c'est le truc qui me dérange le plus, mais je peux comprendre. Parce que du coup, upgrade mettait uniquement aux créatures, là on a rajouté les planeswalkers, et ça détruisait uniquement un artefact, là t'as rajouté l'enchantement. C'est, voilà, c'était uniquement en mono rouge, là on est en blanc rouge, ouais. Et puis là, c'est une carte qui a 4 cibles différentes, quoi. Ouais. Ah oui, carrément. C'est super beau. La renaissance précipitée, oh là. Un éphémère qui coûte un noir et un vert. Choisissez une créature ciblée. Quand cette créature meurt ce tour-ci, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure, mettez-la sur le champ de bataille, engagez, puis mélangez. Mon dieu, c'est horrible. Flestrefleur, arrêtez. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Stop. Ouais. C'est la violence, là. Alors... T'es même pas obligé de cibler ta créature. C'est ça, en fait. T'es même pas obligé de cibler une de tes créatures. Donc, bah il y a un mec qui a une grosse bête sur le champ de bataille. Ah bah moi j'ai pas beaucoup de mana pour le moment. Ah, elle va mourir, on est en train de la détruire. Ok, d'accord, je suis renaissance précipitée, je vais chercher une grosse bête, moi. Il y a tellement de situations, c'est complètement con. Enfin bon, même on disait, voilà, vous pouvez jouer Protean Hulk à côté. Ah bah je la sacrifie, mais avant, je vais jouer renaissance précipitée. T'es là, ok, d'accord. Super, bah du coup tu vas chercher 3 créatures, quoi. C'est énorme. Donc ouais, c'est... Je suis vraiment impressionné. J'ai l'impression que Flestrefleur, quand même, ils ont des cartes vraiment abusées dans cette édition. Le commandement de Plume Argent, c'est un rituel qui coûte 2, un blanc et un noir. Vous choisissez 2, une créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Un joueur ciblé pioche une carte et perd un point de vie, et un adversaire ciblé sacrifie une créature. Pourquoi c'est un rituel qui coûte 4?
C'est vrai que là, j'ai pas trop compris pourquoi c'était un rituel celui-ci. Donc, alors que les commandements généralement sont des éphémères. Pas tous. Il y a des rituels, mais voilà. Il y a. Ouais, puis même, je trouve. Ben après, bien, ouais, c'est. Mais, pour 4. Après, il y a autre chose. Il y a Killian qui existe. Si si tu cibles une de tes créatures avec le +3/+3, ça veut dire que ton commandement ne coûte que 2 à lancer. C'est vrai. Et du coup, ça veut dire, ok, ben par exemple, un adversaire sacrifie une créature, ouais, bah écoute, ça m'a coûté que 2, voilà. Et je renvoie un permanent, voilà, je pioche une carte. Non, c'est bien. Ça devient intéressant dans ce cas-là, en fait. Je pense que c'est un truc que vous mettrez avec Killian, qui est d'ailleurs sur l'illustration, voilà. Évidemment. Oui. Et puis voilà, c'est... Mais bon, oui, je comprends un peu la déception du fait que ce soit rituel. Ah, ouais. La museleuse de plume argent, un humain éclair qui est 3-2 pour un blanc et un noir. Et au moment où la museleuse de plume argent arrive sur le champ de bataille, choisissez un nom de carte non-terrain. Chaque fois qu'un adversaire lance un sort du même nom, il perd 3 points de vie et vous piochez une carte. Alors, celle-ci, il me semble qu'on n'est pas d'accord non plus. Non, c'est juste que je trouvais ça moyen, mais... Mais en vrai, c'est vrai que comme tous les trucs qui disent choisis un nom de carte, bah du coup, le truc facile, c'est de nommer un commandant. Ouais, c'est généralement ce que vous allez faire en fait avec cette carte-là. Et le but, c'est nommer un commandant qui va être généralement beaucoup joué, donc je vous conseille de sélectionner un commandant qui généralement coûtera pas beaucoup de mana, donc un de ceux qui sortira le plus tôt. Et surtout de dire, bah en fait, l'adversaire, il sait très bien que tant qu'il aura pas géré la museleuse, il va perdre 3 points de vie chaque fois qu'il jouera. Globalement, il y en a qui vont dire, ok, bah écoute, vu que je vais pas la rejouer 36 fois, c'est pas un souci. Mais derrière, surtout, vous en tirez une plus-value qui est quand même assez énorme, c'est le fait d'avoir pioché une carte. Donc, il y a ça en fait qui est intéressant, c'est pour 2, vous vous assurez en fait qu'un adversaire va perdre 3 points de vie, et vous allez piocher une carte. C'est suffisamment intéressant en fait, rien que pour ça. Même si ça n'arrive qu'une seule fois. Et puis si jamais il utilise un anti-bet là-dessus, bah en fait t'as juste perdu 2 mana, et lui il aura perdu un anti-bet quoi. C'est un truc, c'est très con. Mais voilà. Je pense qu'il y a vraiment une plus-value autour. Mais voilà, ça va être dans les decks blancs-noirs qui ont besoin de piocher, qui n'ont pas d'autres moyens de piocher. Je pense que c'est surtout ça. Ou qui veulent pomper les points de vue aux adversaires aussi. Kembal. Voilà. C'est Kembal, mais en moins... Voilà, en moins polyvalent. Donnez l'exemple, un éphémère, c'est une commune pour 2 hybrides bleu-rouge. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ouais. On a dit précédemment sur le fait de copier. Ouais, il paraît qu'il y a des combos, voilà. Voilà. Et ben voilà, une carte de plus. Non, en vrai, c'est juste ça, c'est de la redondance, un effet en plus qui fait un truc qu'on connaît déjà et avec lesquels les joueurs sont de plus en plus habitués à voir et à jouer. Donc c'est très bien. Après, faut préciser une chose, il me semble que c'est le premier à être en bleu-rouge à ce coup de malala, et qui fait cet effet-là. Parce qu'il me semble que l'autre est en rouge, et qu'il le fait uniquement en rituel, un truc du genre. Non, il y en a plus, hein. Il y en a plus. Ouais, mais il me semble qu'ils ont pas le... En fait, le truc, c'est que là, on retrouve les couleurs, le coup, et les faits qui sont réunis, voilà, c'est une variante, en fait, de ce qu'on a déjà vu. Ouais, après, c'est la première fois que c'est en hybride. Mais voilà, sinon, c'est ça. C'est des effets qu'on connaissait déjà. Enfin bon, c'est intéressant. Oui. Ensuite, on a S'occuper des nuisibles, un éphémère qui coûte un noir et un vert. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Créer X jetons de créatures 1-1 peste, enfin les parasites, voilà, qui font gagner un point de vie quand ils meurent. X étant la force de la créature sacrifiée. Oh mon dieu. Là, tu sacrifies le gros démon là, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Tiens, je vais faire 11 parasites. Ah Et encore une fois, je tiens à le rappeler, il paraît que Noir-Vert actuellement c'est aristocrate dans cette édition, hein, voilà, Flestre-Fleur. Donc les effets d'aristocrate, ils se feront vraiment plaisir là-dessus. C'est ça, parce que bon, tu sacrifies un body pour en faire plusieurs derrière, t'es là, ouais, non, quand même. Plus ensuite tes bodies qui donnent plus de value quand ils meurent, donc t'as des effets de sacrifice, donc tu vas sacrifier tes nuisibles, tu gagnes des points de vie. Ah, arrêtez. Voilà. Par contre, je vais dire juste un truc sur l'illustration. Alors, les parasites sont extrêmement mignons, t'en as même un qui sourit là devant. Mais le truc, c'est que le mec derrière en train de les nourrir, t'as l'impression qu'il est en train de préparer un mauvais coup, hein. C'est quand même assez terrible. C'est un fleur, quoi. Ouais, voilà. La découverte fascinante, un rituel pour un rouge et un blanc, vous gagnez 2 points de vie. Vous pouvez ensuite défausser 2 cartes. Si vous faites ainsi, piochez 3 cartes. C'est une meilleure cathartique réunion que cathartique réunion. Waouh. C'est pas un coup. Ouais, c'est énorme. Et surtout, cathartique réunion, enfin voilà, c'est
C'est... De quoi? C'est un staple. Oui, c'est un staple, mais bon, voilà, c'est... What, quoi. Il y a vraiment une grosse différence, voilà. Donc, du coup, n'oubliez pas, ça n'est pas un coût supplémentaire, vous le faites dans la résolution de la carte. Si elle n'est pas résolue, si elle est contrecarrée, vous n'aurez pas à défausser les cartes, contrairement à Cathartic Réunion. C'est... ouais, énorme, gigantesque. Ensuite, on a le verset disparaissant, un éphémère qui coûte un blanc et un noir, et qui dit « Exiler un permanent monochrome ciblé ». Oui. Oui, je suis un petit peu moins enthousiaste que toi, mais oui, ok. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il faut aussi se rendre compte, comme tout à l'heure, avec les... Il y aura forcément moins de cibles que le rituel dont on parlait tout à l'heure, qui exilait, qui enlevait tous les trucs à 2 ou moins. Mais en fait, il y a énormément de cibles monochromes dans le format. Genre vraiment beaucoup. Après, voilà, ça gère pas les artefacts incolores. Non. Ça gère pas tout ce qui est bicolore, donc... les commandants, généralement, enfin, à moins de jouer contre un commandant monocolore, ou d'avoir un commandant qui est identité colorée plusieurs couleurs, mais en fait qui est monocolore dans son coup, malheureusement, je pense que vous en gérerez assez peu. Mais il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez gérer, en effet, oui. La vénérable champ de guerre, un esprit éclair 3-3 pour un rouge et un blanc. Elle a la vigilance et le piétinement. À chaque fois que le vénérable champ de guerre inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis votre cimetière, X étant le nombre de blessures que le vénérable champ de guerre a infligé à ce joueur. Donc au minimum 1, parce que sinon il meurt, parce que ce truc a le piétinement. Ouais. Au maximum, si vous avez free devant, s'il n'y a pas de bloqueur en face et que vous avez le truc qui dit double init, vous pouvez ramener des drop 6. Ouh. Ah non, je dis n'importe quoi, ça doit être 3 plus 3. Oui, c'est 3 plus 3, c'est à chaque fois que les blessures sont infligées, donc oui. Ouais, mais est-ce que c'est 3 plus 3 ou est-ce que c'est 3 puis 6? Non, c'est 3 puis 3. En fait, c'est au moment où il inflige les blessures, tu prends en compte les blessures qu'il a infligées en déclenchant cette capacité, en fait. Ok, et pas ce tour-ci. Non, mais non, sinon ça aurait été précisé, justement. C'est sympa, après bon, il y a des trucs qui peuvent fonctionner avec, notamment tout ce qui est boost de masse, boost sur les créatures, quoi, je pense, ça peut être pas mal. Un truc qui me fait un peu délirer, c'est l'artwork. T'es là, vénérable champ de guerre, il est 3-3, et tu regardes la taille du machin par rapport aux visiteurs à côté. Ouais, et c'est qu'une 3-3. Ouais, c'est une 3-3, t'es là, vous êtes sûr, vous êtes pas trompé dans les statistiques. L'apprenti de Flestrefleur, un humain et druide qui coûte un noir et un vert, c'est un 2-2, devinez de quel école il vient. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère rituel, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Eh ben, on avait eu Liliana dont on a parlé dans la précédente vidéo, et ben voilà, là on a le même, mais c'est juste que lui il fait 1, il fait pas 2, voilà. Mais c'est pas grave parce que pour la boucle ça marche tout pareil. Voilà. Le commandement de Flestrefleur, pour un noir et un vert, c'est un rituel. Choisissez 2. Un joueur ciblé se meule de 3, puis vous renvoyez une carte de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Détruisez un permanent non-créature, non-terrain ciblé ayant une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Et une... non, c'est pas et. Une créature gagne -3/-1 jusqu'à la fin du tour. Et un adversaire ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Ouais. Alors, il y a 2 trucs que tu joueras tout le temps. Dans une optique où, de toute façon, déjà, il coûte que 2. Ouais. Après, c'est rituel, donc c'est pas très bien. Par contre, du coup, tu vois, si tu fetch au tour 1, me faire meuler un mec de 3, récupérer ton fetch, c'est fort. Et surtout, détruire un permanent non-créature, non-terrain ciblé. Bref, tu casses le caillou en face. C'est une carte d'early game, j'ai l'impression, quand même, pour le coup. Parce que le -3/-1 en rituel, t'es là, ok, hein. L'adversaire qui perd 2 points de vie, tu gagnes 2 points de vie, enfin, c'est anecdotique en commandeur, hein, donc... Ouais. À moins que ce soit vraiment le... Ah bah attends, il lui restait 2 points de vie, je savais pas comment le tuer, bah ça tombe bien. Mais voilà, j'y crois pas trop en fait. Ce commandement de Flestrefleur, je pense que, honnêtement, mon avis c'est que c'est probablement le plus faible des 5. Les autres ont un impact quand même plus fort. Même le Quandrix, on avait dit, il n'y a pas de value, de CA dessus. Ouais. On s'en fout en fait parce qu'il fait pas mal de choses en gestion. Il est quand même assez sympa. Je trouve que dans les très bons decks, le commandement de dans les très bons niveaux, le commandement de Flestrefleur sera meilleur. Parce que si tu shutdown rapidement le début de partie, c'est là où tout se joue. Donc si tu shutdown un mec, tu vas le mettre dans l'espace et toi tu vas être bien, quoi. Ouais, à très haut niveau, mais il faut aussi que tu aies le commandement de Flestrefleur à ce moment-là. C'est le problème en fait, voilà. Oui, mais on est sûr, c'est sûr, hein, c'est pas une carte qui sera dans ta zone de commandement, donc on s'en fout. Puis c'est rituel. Ouais, voilà. Ça, par contre, oui. C'est le gros point noir, quoi. Passons maintenant aux artefacts, vous inquiétez pas, il n'y a plus grand chose. Les gens qui sont en train de regarder le compte de la vidéo.
Vous inquiétez pas, c'est normal. Le golem réfléchissant, une créature artefact golem 2-3 pour 3 mana. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel qui cible uniquement le golem réfléchissant, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, copier ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Je le trouve sympathique, voilà. C'est pas un gros staple, mais notamment il peut trigger un peu le Magecraft, en fait, la sorcellerie. Ouais. Donc voilà, c'est sympa. Bah après, l'avantage c'est que c'est aussi un golem, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même une certaine synergie entre les golems et les lancements de sorts qui les ciblent. Il y a des trucs un peu bizarres à faire. Il paraît qu'il existe Orvar aussi. Donc bon, voilà, c'est intéressant je pense. Il y a quelque chose à faire. C'est intéressant, mais c'est très limité. Ouais, ça va pas être utilisé partout, c'est sûr. Le stade de Strixhaven, un artefact qui coûte 3. Vous pouvez l'engager pour ajouter un mana incolore. Mettez un marqueur point sur le stade de Strixhaven. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat, vous inflige des blessures de combat, retirez un marqueur point du stade de Strixhaven. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un adversaire, mettez un marqueur point sur le stade de Strixhaven. Puis, s'il y a au moins 10 marqueurs points sur lui, retirez-les tous et ce joueur perd la partie. Il y en a qui nous ont dit c'est pété, mais bon. Il y en a qui disent c'est pété, il y en a qui disent c'est nul. Moi, je trouve que c'est entre les deux, ça dépend dans quel deck vous le jouez. Si tu le joues dans un deck où tu vas jouer, je sais pas, tu vas jouer Elf, c'est bien. Si tu joues Swarm, c'est bien. Si tu joues des decks... Jetons, ouais. C'est bien. Ça va s'arrêter là. Ouais. Après, c'est pas exceptionnel non plus, parce qu'il faut on retire quand même les marqueurs au moment où on arrive au 10e, en fait. C'est compliqué, en fait. Parce qu'on nous a dit, oui, mais en fait, les jetons et tout, tu peux le faire vraiment. Mais en fait, il faut avoir une masse critique de jetons. Et j'ai envie de dire... Le stade de Strixhaven, pour moi, à partir du moment où tu as la fameuse masse critique de jetons pour tuer la table, c'est quand même assez dur à créer. Hein, voilà, il faut quand même que les adversaires vous laissent faire un petit peu. Et surtout que vous preniez pas de race, parce que là, sinon, c'est fini. Mais globalement, en fait, le stade de Strixhaven, pour moi, c'est une condition de win qui en vaut d'autres, mais d'autres qui sont parfois peut-être un petit peu moins conditionnels aussi. Je veux dire, par exemple, un truc très facile, c'est le triomphe des hordes. Voilà, plus un, piétinement et infection à toutes tes créatures, t'es là. Généralement, quand tu joues jeton, si tu joues ça, c'est que t'as gagné la partie, quoi. Voilà, c'est que tu vas la gagner. Mais derrière, en fait, le stade de Strixhaven, ça reste un permanent, donc du coup, facile à gérer. Surtout que c'est un artefact, donc c'est le deuxième type de permanent le plus facile à gérer dans le jeu, en commandeur. Donc ouais, c'est le genre de truc, en fait, qui se fait facilement gérer. Aussi, ça peut faire sonner l'alarme tout de suite chez les adversaires, parce que ça va être... Ah bah attends, il a un truc là tout de suite sur le champ de bataille qui lui permet de gagner. C'est un peu comme quelqu'un a le réservoir de flux éthérique. C'est quelqu'un a un réservoir de flux éthérique, cette personne-là est dangereuse. Point. Et là, c'est un peu pareil avec le stade de Strixhaven. Voilà. Je pense que ça se discute, c'est faisable, c'est jouable, mais il faut pas non plus dire « Oh mon dieu, c'est explosé !» Non, c'est intéressant, et c'est efficace dans certains decks. Passons au terrain. Alors ça va aller assez vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressants. On va commencer avec le tunnel d'accès qui fait du mana incolore, ou bien pour 3 vous l'engagez, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Voilà, c'est le tunnel. Voilà, c'est le Rock's Passage, le tunnel du Malandrin. Et le passage du Malandrin, pardon, pas le tunnel, même si c'est un tunnel. Et le truc qui est drôle en fait, c'est que vous pouvez activer la capacité et ensuite booster la créature. Parce qu'elle sera imbloquable dans tous les cas, quoi. C'est juste... ça nécessite pas que la créature garde sa force de 3. Juste qu'elle l'ait au moment où vous activez la capacité. Enfin voilà, je pense que des créatures qui se boostent au moment de l'attaque... Tiens, je suis en train de penser... deck humain avec animosité partagée. Voilà. Juste... Ou deck tribal avec animosité partagée en général. Voilà. Mais voilà, des petites créatures, vous leur donnez vous donnez une d'entre elles l'imbloquable, et puis ensuite vous attaquez, ils gagnent le plus X plus 0, X étant le nombre de créatures du même type. Ok. Alors, je te laisse le suivant, je sais que t'adores. Ouais, le Biblioplex, un terrain que vous pouvez engager pour un mana incolore, et pour 2 vous l'engagez, regardez la carte du site de bibliothèque, si c'est une carte éphémère ou de rituel, vous pouvez la révéler, la mettre dans votre main. Si vous ne la mettez pas dans votre main, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. N'activez que si vous avez exactement 0 ou cette carte en main. Oh, cette carte! Bah d'accord. Oh, c'est horrible. J'irais pas jusqu'à dire que c'est horrible, c'est... Oh, c'est pas top, hein, quand même. Ouais, mais c'est pas non plus... Faut peut-être expliquer aux gens... Vous connaissez Bibliothèque d'Alexandrie? Voilà, c'était une carte des premières éditions de Magic qui était, vous piochez une carte en l'engageant uniquement si vous avez exactement cette carte en main.
Et voilà, c'est une référence, mais le problème c'est que c'est une très mauvaise référence. Enfin voilà. Après, moi je me dis, l'avantage c'est que, en fait, si t'as plus de cartes en main, c'est une carte qui peut éventuellement te faire piocher. Mais justement, c'est ça le truc. C'est, par exemple, on a le... Comment ça s'appelle encore le truc de Porte des Mers. C'est les décombres de Porte des Mers, je pense que ça s'appelle. De House of the Gatewatch. De Serment des Sentinelles. Et le truc, c'est que cette carte-là, elle te permet de l'activer uniquement si tu n'as plus de carte en main. Ouais. Et tu peux piocher une carte, tout simplement. Et ça te coûte 3 mana, par contre. Ça te coûte pas 2. Oui. Mais là, c'est tellement plus conditionnel, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'irais jouer ça, en fait? De l'illustration. Parce que t'as besoin de générateur de mana incolore. Peut-être. Tiens, ouais. Aussi, ouais, c'est vrai que ça, c'est complètement jouable. Mais voilà, honnêtement, vous attendez pas à grand-chose de cette carte, je sais pas... Je sais même pas si en limité ça va être bon en fait. Enfin, c'est une sorte de scry, d'accord, mais le problème c'est que c'est tellement conditionnel. La condition est tellement énorme, quoi. À mon avis, ils auraient dû juste garder la référence à la bibliothèque d'Alexandrie avec le design qui ressemble, hein, voilà, ça ressemble un petit peu là, avec la coupole et tout. Mais c'est tout. Bon, et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que Emmerich avait pas envie d'en parler. Donc, ce sont les lacis en fait, qui sont la complétion d'un cycle dont on parle pas très souvent, mais moi que j'aime bien. Alors les lacis, en fait, ils ont tous la même capacité, ils arrivent sur le champ de bataille, et du coup vous pouvez révéler une carte de tel type de terrain ou tel type de terrain, et si vous ne le faites pas, il arrive engagé, et voilà, ça fait les deux couleurs voilà, qui sont désignées par les terrains en question. Donc voilà, là c'est le cycle des lacis ennemis, donc on a en bleu-rouge, en blanc-rouge, en noir-vert, en blanc-noir, et en bleu-vert, quelle surprise vu les écoles. Ce qui est quand même sympa, c'est que c'est la complétion en couleur ennemi, en combinaison ennemi, d'un cycle de terrain. Ce qui est déjà, oh mon dieu, tellement réjouissant, vu à quel point Wizards a du mal à finir ces putains de cycles de terrain. Donc voilà. Mais, ouais, là, pour rappel, c'est la suite du cycle qu'il y avait eu dans Ténèbres sur Innistrad. Voilà. Oui. Qu'on appelle les Reveal Land, j'imagine. C'est-à-dire parce qu'on doit révéler un terrain de sa main, en fait, pour qu'il arrive dégagé. Bon, Emmerich, allez, vas-y, pourquoi t'aimes pas ces terrains? Parce que ça fait plusieurs sets qu'on nous dit on finit un cycle de terrain, et que moi ça fait des années que je veux juste qu'ils terminent le cycle des terrains de bataille sur Zendikar. C'est tout. Les Tangoland. Ils sont pas mauvais ceux-là, hein. Je dis pas le contraire, mais je veux les autres, c'est tout. Oui, je suis d'accord. Comment ça, c'est mon petit caprice de con, je veux ça. Moi je les trouve cool déjà de base avec le côté où en fait c'est des terrains qui vont rarement arriver en jeu engagé au début de partie, sauf si tu le souhaites. Donc du coup c'est à ton bon vouloir. Et derrière en fait en fin de partie tu t'en fous un petit peu qu'ils arrivent engagés parce que t'as pas de terrain en main, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc en fait pour moi, c'est un peu l'inverse des checklands. C'est que le checkland, tu peux pas le jouer T1 en disant que tu veux qu'il produise du mana tout de suite. Ouais. Parce que t'es obligé d'avoir un autre terrain qui a le type sur le champ de bataille. Et du coup, ça peut être un peu gênant, quoi. Alors que là, ça peut être pas mal, quoi. Pour moi, ils sont un peu dans le même type que dans la même utilité que les fastlands. Ceux qui arrivent dégagés quand vous contrôlez pas beaucoup de terrain. Même s'il y a beaucoup moins de conditions à remplir, quoi. Après, c'est sûr, ces terrains-là, moi, je les jouerais en bicolore. Uniquement, peut-être tricolore, une fois de temps en temps. Si t'as besoin d'un splash. Voilà, si t'as besoin d'un petit splash, voilà, c'est... Ok. Mais généralement, au-delà, je les jouerai pas. Parce que il nous faut absolument le type de terrain en main, donc voilà, c'est pas trop négociable. On est arrivé au bout. Ouh. Ouais. Voilà, maintenant il n'y a plus que les 5 decks commandeurs à analyser. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette analyse du coup de toute l'édition Strixhaven. Il y avait vraiment beaucoup de choses, hein, mais il y a tellement de choses intéressantes. J'ai pas l'impression non plus qu'ils aient énormément cassé le power level comme ils l'ont fait parfois ces dernières années. Mais j'ai l'impression qu'ils ont apporté des trucs en plus et des trucs originaux surtout. En fait, c'est surtout qu'ils ont apporté de bonnes réponses à des trucs qui étaient problématiques. Par exemple, on a énormément maintenant d'anti-bet, de spot removal, donc removal à simple cible, qui sont beaucoup plus flexibles pour répondre à des trucs compliqués, quoi. Et ça évite que, par exemple, dans ton deck, tu doives mettre tant de trucs anti-artefact, tant de trucs anti-enchantement. Là, maintenant, vu qu'ils font plusieurs choses, ce qui, du coup, augmente aussi leur niveau de puissance, hein, parce que, du coup, ils sont beaucoup plus flexibles, donc tant mieux. Et ben, du coup, c'est mieux pour nous, quoi. Parce qu'avec un seul slot dans le deck, on couvre plusieurs problèmes, donc c'est OK. Exactement. Non, bon.
toute façon, on l'a toujours dit, tout ce qui est modal, tout ce qui est flexible, c'est très intéressant. Bon, bah du coup, sur ce, on va vous laisser là. On aura prochainement, du coup, les analyses des 5 decks Commander. Alors, on sait pas encore comment on va s'organiser, si on les fait 2 par 2 et un tout seul. Ou si on les fait 1 par 1 parce qu'on est gros tarés et qu'on veut tout vous sortir en une semaine. Donc voilà, on verra ça, mais en tout cas, d'ici là, bah, j'espère que vous nous direz un petit peu ce que vous avez pensé de cette édition aussi. Voilà. Oui. Bye bye. Salut!